Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo foire aux questions du mois de novembre. Je vous remercie tous et toutes pour les questions que vous m'avez posées un petit peu partout sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook, sur Messenger, sur ma boîte mail. Enfin voilà, un petit peu partout. J'ai reçu plus d'une centaine de questions, donc forcément je vais essayer d'en traiter un maximum, mais si je peux pas toutes les traiter, ne paniquez pas. Je les traiterai en décembre, voire en janvier. Des fois, il me faut du temps, tout simplement, pour préparer mes vidéos et puis aussi pour répondre à tout le monde parce que comme c'est éparpillé un peu partout, c'est un peu compliqué pour moi de jongler avec toutes les boîtes mail. Je fais juste un rappel concernant aussi les vidéos foire aux questions. La vidéo foire aux questions a pour but de répondre aux questions. Jusque-là, on est tous d'accord. Par contre, je ne fais pas de consultation, c'est-à-dire que les questions de voyance, de médiumnité, etc., je ne fais pas ça. C'est pas du tout le principe. Là, je réponds aux questions qui sont liées à la spiritualité, le paranormal, l'ésotérisme. Point. Je ne vais pas vous dire quand est-ce que vous allez trouver un job, quand est-ce que vous allez vous marier, etc. Non, pas du tout. Donc, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des questions comme ça, souvent sans aucune formule de politesse, ce qui ne donne pas vraiment envie de répondre. C'est-à-dire que vous recevez un mail à 4 heures du mat, euh, tu peux me dire quand est-ce que je vais trouver du boulot? Commence par me dire bonjour s'il vous plaît, merci, c'est la base. Et peut-être que j'aurai envie de te répondre. Non, 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 les vidéos foire aux questions, c'est vraiment pour donner ma vérité. Je crois que je vais m'acheter un panneau 4x3 où je vais l'imprimer celui-là. C'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité. Et si vous posez ces questions-là peut-être à d'autres médiums, ils vous répondront d'autres choses. Tant mieux. On pense tous différemment. C'est ce qui fait la richesse de notre monde. Je voulais aussi faire un petit point concernant Paris. Ceux qui me suivent sur Internet, sur Facebook et sur mon site Internet savent que je vais à Paris début décembre. C'est complet, je n'ai plus de place ni pour les consultations ni pour les rencontres parce que je proposais deux choses. D'ailleurs, je vais vous redonner les dates parce que j'ai oublié forcément. Le 5 décembre, je suis en consultation sur Paris et le 6 décembre, je proposais des rencontres sur Paris. Mais je n'ai plus de place, donc je suis désolée. Il y aura certainement d'autres rendez-vous un petit peu partout en France, pourquoi pas, sur 2019. Mais pour l'instant, il n'y a plus de place sur Paris. Donc, ça, c'est fait. Concernant Brocéliande, il me reste 2 ou 3 places, je crois, sur le stage de janvier. Janvier, c'est je travaille mes énergies. Je vous conseille de m'envoyer vos mails sur ma boîte mail harmonie.22200@gmail.com si vous souhaitez obtenir des informations. C'est le seul stage dans lequel il reste des places. Les autres sont complets. Ok. Et ensuite, je voulais bien entendu commencer par faire un merci collectif pour tous vos messages, vos cadeaux, les colis, les fleurs, tout ce que j'ai reçu dernièrement, notamment pour ma fête. J'ai reçu plein de choses et j'en ai pleuré tellement j'étais heureuse. Merci beaucoup et je voulais faire un merci très spécial à Isabelle parce que Isabelle, elle est modératrice sur mon groupe, mais elle est en train de faire plein de choses chez elle pour les ateliers Brocéliande. Alors merci beaucoup à toi et merci aussi à Geneux qui est certainement ma plus grande fan au Maroc. Donc merci de me suivre et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer, peut-être à ton prochain passage en France. Voilà, ça c'était juste pour commencer. Maintenant, je vais attaquer vos questions. Et puis, on va commencer avec une question de Christophe. Je m'excuse, Christophe, puisque tu m'avais déjà posé cette question au mois d'octobre. Et comme je suis un peu gourdasse, j'ai tout simplement coupé la séquence que je voulais ajouter. Parce que on peut pas être bon partout, hein, concrètement. Donc, j'ai juste supprimé une partie de la vidéo fac de août, non, octobre. Et j'ai oublié de la mettre au montage. Donc forcément, j'ai pas pu répondre à ta question. Et la question était la dernière. Certains médiums disent qu'il faut prier tel ou tel saint. Comment et pourquoi prier si on n'y croit pas? Ben écoute, je crois que là, ta réflexion coule de source. C'est vrai, effectivement, que il ne faut pas confondre, à mon sens, encore une fois, j'insiste, il ne faut pas confondre médiumnité et religion. Spiritualité et religion, pour moi, c'est deux choses différentes. Je suis croyante, je suis pratiquante, mais pourtant, c'est vrai que je ne vais pas dire aux gens, il faut prier
tel ou tel saint, parce que je dis toujours d'ailleurs hein, dans mes consultations, ceux qui viennent me voir ou ceux qui m'ont aussi en consultation le savent, et je dis souvent cette phrase, selon vos convictions personnelles. Si vous ne croyez pas, c'est difficile. Après, je reste aussi assez claire là-dessus. Je dis que Dieu ne ferme jamais son cœur à personne. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que si c'est pas dans tes valeurs, si c'est pas dans tes convictions, on te demande de faire quelque chose auquel tu crois pas. Voilà. Il y a quand même, il y a une, comment ça s'appelle? Il y a une différence. Enfin, il y a un delta, tu vois. Je sais pas si tu m'as suivi. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair qu'on peut pas forcément dire à quelqu'un, il faut prier si on n'y croit pas. Tu vois, ça c'est comme si on me disait, Elisabeth, faut faire un jeûne. Faut faire un jeûne de 15 jours pour être bien dans ta peau. Arrête tes conneries. Si je fais un jeûne de 15 heures, déjà c'est bien. Tu vois. Enfin, ça c'est moi, bien sûr. Ensuite, il y avait Nathalie qui m'a posé une question également sur le mois d'avril, mais comme je suis gourdasse x2, je l'ai aussi coupée. Nathalie me posait une question concernant les enquêteurs du paranormal. J'ai partagé d'ailleurs hier, dimanche, une vidéo sur quelques pépites, hein, parce que pour moi, c'est du plaqué or, hein, c'est génial. Hein. C'est génial, en même temps, c'est très triste. Mais ce que je veux dire, c'est que je me pose souvent cette question, d'ailleurs, je me suis souvent interrogée là-dessus. Quand je vois ça, c'est-à-dire qu'en traînant sur YouTube, je suis tombée sur des trucs que j'aurais même pas imaginé. Je pense que même les pires scénaristes, ils peuvent partir de là. Hein. Il peut y avoir une bonne comédie peut partir de là. Je me demande, je m'interroge. Toi, tu choisis ton camp, Elisabeth. Soit tu t'interroges, soit tu te demandes. Je m'interroge. Je me demande parfois jusqu'où on peut aller dans la connerie. Et je me demande jusqu'où on peut pousser le vice, en fait, pour que les gens réagissent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que dans ce domaine-là, on pensait avoir touché le fond. Eh ben non, on creuse encore. Donc, bref, Nathalie me disait que donc elle regardait les enquêtes de Gus DX. Donc là, c'est autre chose. Hein, je parle pas du tout de Gus DX dans mon truc. Je regarde les enquêtes de Gus. J'aime bien en fait la qualité du programme, mais j'ai déjà parlé de ça. Hein. Donc Nathalie me demandait si quand je regardais une enquête, il m'arrivait de voir des entités ou autres. Oui, effectivement, il m'arrive d'avoir des ressentis. Mais même si tu regardes un reportage, hein, tu regardes un reportage à la télé, tu coupes le son, tu prends une image, c'est comme une photo finalement. Donc tu peux très bien avoir le lieu qui te raconte déjà des choses. Oui, ça arrive. Qu'est-ce que je pense ensuite de la Spirit Box? Ah là, je suis pas trop d'accord avec ça. En fait, je trouve que les enquêteurs du paranormal utilisent beaucoup trop de matériel comme ça qui pour moi ne veulent rien dire. Mais c'est certainement parce que je suis à peu près à 10 000 lieues de ces choses-là. Tout ce qu'on peut ressentir, c'est nous, c'est notre corps, c'est nos indicateurs, c'est nos ressentis en fait. C'est ça qui est intéressant dans une enquête, je trouve. Alors c'est vrai qu'ils ont plein de trucs qui font bip bip bip. Enfin, tu vois, tout ça, pour moi, c'est du gadget. Mais bien sûr, après, pourquoi pas, si ça permet. Mais la Spirit Box, pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'utile. Je préfère me fier à un PVE, par exemple, un phénomène de voix électronique enregistré sur bande, oui, tout à fait. Mais ce que je constate aussi, c'est que dans ces enquêtes paranormales, il n'y a pas du tout d'approche médiumnique. Ça qui est dommage. Ou alors, les trucs que j'ai vus, c'était franchement drôle aussi, mais voilà. Non, je n'y crois pas, je suis désolée. Ou apportez-moi la preuve. Voilà, je ne ferme pas la porte. Pourquoi pas. Nathalie me demandait ensuite comment ne pas avoir peur des défunts. Bah là, j'ai envie de te dire que ça fait partie du package, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de la peur, finalement. Je peux pas te dire que j'ai pas peur quand je fais certains contacts, oui. Ouais, j'ai peur, ouais. C'est quand dans le ressenti aussi que ça me fait peur. C'est-à-dire que on me fait beaucoup de choses. Quand on a la claire sentience, on arrive à ressentir beaucoup de choses. Alors du coup, on ressent la peur, on ressent des émotions qui sont pas à nous aussi. Hein. Mais clairement, je pense que la peur, c'est aussi un rempart. C'est ce qui nous permet d'avoir conscience en ce qu'on fait. Tu vois? Après, bien sûr, il y a différents degrés dans la peur. Mais concrètement, dans ce domaine-là, je pense que tout ce qu'on n'explique pas, bah forcément, on le rejette et on a peur. Donc, tu vois, je pense que la peur reste quand même.
Je fais ce métier, il m'arrive de me faire réveiller en pleine nuit, je suis pas en train de me dire, bah youpi, tralala, je vais me faire agresser par une entité. Oh, super, ça faisait longtemps, tu vois? Non, 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 pas du tout. Je pense que la peur fait partie du truc, à différents degrés, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Alors, il y a une personne qui m'a posé une question, mais bien sûr, j'ai oublié de noter le prénom. Est-ce que cela peut avoir une influence sur nos vies futures de choisir d'être incinéré plutôt qu'enterré? Absolument pas. Du moment que tu es en phase avec toi-même, ça n'a pas d'incidence, aucune. Question 4. Comment savoir de quelle pierre on a besoin? Soi-disant, c'est la pierre qui nous choisit. Donc là, tu parles de lithothérapie. Effectivement, alors tu peux savoir quelle pierre tu as besoin si tu fais par exemple une guidance. En général, moi, quand je fais des guidances médiumniques, je donne tout un listing de pierres que mes guides me transmettent. Et c'est souvent les mêmes pierres en plus d'ailleurs qu'on revient me donner. Il doit y avoir un truc aussi là-dessus. Donc ça, c'est une bonne méthode. Après, c'est vrai qu'il faut écouter son instinct. Tu vas dans une boutique de pierre, voilà, parce que c'est la meilleure solution, hein. Commander sur internet, moi je suis pas trop pour, donc va en boutique plutôt. Et puis tu vas voir, tu vas observer les pierres, tu vas faire 2-3 fois le tour de la boutique, et puis il y en a forcément une qui va t'attirer. Et cette pierre qui t'attire, il y a forcément aussi un rôle. Il y a une résonance. Comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc oui, laisse-toi guider par ton instinct et tu verras qu'en général, ton instinct fait très bien les choses. Question 5, Steven m'a posé cette question. Concernant les enquêtes policières, est-ce que c'est vrai que des médiums participent à des enquêtes? Et si oui, pourquoi on n'en parle plus? Steven, fais un effort. Enfin, les médiums, c'est tous des voleurs, c'est tous des charlatans, c'est tous des allumés. Ben non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas de dire que des médiums travaillent avec les gendarmeries. Ben non. Non, non, non. On préfère dire que c'est un promeneur qui a reniflé le corps d'un mec qui était dans la flotte. Ça, c'est politiquement correct. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Bien sûr qu'il y a des médiums, il y a des voyants, il y a des radiesthésistes qui travaillent pour les services de gendarmerie, pour les services de police, pour les enquêtes criminelles, pour les voyants, les hommes politiques fréquentent aussi des voyants, bien sûr. Mais tout ça, on ne dit pas, tout ça, on n'en parle pas, parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs de tout le monde, et que voilà, il faut que ce soit progressif. Après, je te dirais que ça m'est un peu égal. Enfin, je pense que quand on est sollicité par les services de gendarmerie ou de police, c'est un travail qui est bénévole. On est là pour aider, on travaille main dans la main avec les services appropriés. On n'est pas là pour se faire notre pub, on s'en fout complètement. On est là pour aider. Donc je pense que, enfin moi en tout cas, ça me dérange pas. Et puis j'ai pas forcément envie en fait. Non, moi ça me, tu vois, ça m'intéresse pas en fait. Je pense que c'est peut-être un peu de secret et ça fait pas de mal d'avoir du secret, pourquoi pas, tu vois. Enfin, moi je pense qu'il y a des personnes, par exemple, tu vois, qui vont aller. Je vais te dire ça, par exemple, tu vois, quand il y a eu l'affaire de cette petite fille qui a disparu et que tout le monde en a parlé et reparlé. On a vu dans la presse qu'il y avait des personnes qui se disaient être médiums et qui accusaient l'un l'autre, qui lançaient en fait des fausses pistes, qui ne respectaient pas aussi le fait de rester à leur place. C'est ça le plus difficile, hein, de pas être complètement nul et d'avoir quand même un petit peu de conscience et de politesse en restant à sa place. C'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Mais c'est parti à la dérive, alors forcément, notre milieu va encore être terni, noirci par des agissements comme ça, où les gens vont encore se dire, oh, t'as vu tous ces cons d'allumés là, ils sont en train de faire ci, ça donne rien, machin. Donc tu vois, c'est quelque chose de très négatif. Donc au final, quand les services de gendarmerie vont vraiment se diriger vers des radiesthésistes, ne serait-ce que pour retrouver des gens, ils vont pas le dire, ils vont garder ça pour eux. C'est normal. Et pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce que c'est pas encore rentré dans les têtes des gens. Et ça, faut pas lutter. Ça viendra peut-être un jour, Steven, mais personnellement, ça me dérange pas. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Charline qui me disait, j'ai une question concernant la nuit noire de l'âme. Ouais, parce que j'en ai parlé dans une vidéo, c'est vrai. Penses-tu qu'un enfant puisse connaître la nuit noire de l'âme dès l'enfance? Absolument, Charline. Absolument. Mais je ne vais pas développer cette question, tout simplement, cette réponse,
Tout simplement parce que je vais prochainement, certainement en début d'année, faire une vidéo concernant la nuit noire de l'âme. Donc j'en parlerai beaucoup plus longuement dans cette prochaine vidéo. Ok? C'est très drôle. Puisque en numéro 7, j'ai une question de Maëlys qui me demande: je me demandais si tu percevais les chakras. Est-ce que tu arrivais à les voir en live ou si tu devais te concentrer? Et si tu as des... Je pense que tu as voulu écrire trucs pour les sentir, les nettoyer, etc. Alors là, un chakra, en fait, c'est un point d'énergie, c'est pas quelque chose que tu visualises. D'accord? C'est-à-dire que physiquement, tu peux pas le... Tu peux pas... En fait, c'est pas comme l'aura, par exemple. Enfin, moi, en tout cas, à mon sens, hein, bien sûr, encore une fois. L'aura d'une personne, je peux la capter. Quoique, il y a des gens chez qui je verrai rien. Pas comme, c'est comme ça. Après, je pense que moi, au niveau des chakras, ce que je fais, c'est de la radiesthésie, c'est-à-dire qu'avec le pendule, je teste le chakra et c'est mon guide souvent qui m'indique euh, ici ou là, il y a un truc qui se passe, etc. Mais visualiser, non. Est-ce que tu as des trucs pour les sentir et les nettoyer? Alors ça, c'est un gros travail, Maëlys. Là, comment te dire? Travailler, oui, sur le... Tiens, par exemple, c'est le Reiki qui apprend à travailler sur l'alignement des chakras, l'auto-nettoyage, l'auto-soin en 21 jours. Ça, c'est un procédé que tout le monde peut apprendre. C'est au niveau 2 Reiki. Il y a plusieurs niveaux, hein. Le niveau 2, c'est l'auto-soin. Donc, tu peux te renseigner là-dessus, puisque le Reiki, c'est initiatique, n'importe qui peut l'apprendre. Youpi tralala. Après, si tu veux vraiment travailler sur les chakras, il y a quand même beaucoup de boulot à faire avant pour arriver à pouvoir travailler seul sur les chakras en particulier. Là, tu prends vraiment un truc bien précis. Donc voilà, mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Sait-on jamais? Je ne sais pas. Question 8 de Laurette. C'était bien, c'était chouette. J'ai jamais osé demander: est-ce qu'on choisit d'être tueur en série avant de s'incarner, comme on choisit d'être victime? Est-ce un choix de l'âme? Ben oui, parce qu'on choisit tous, il paraît. Donc je sais que c'est terrible, hein, mais on choisit apparemment, avant l'incarnation, on choisit notre chemin de vie, on choisit ce qu'on va faire. Donc si on part de là, ben ouais, on choisit aussi d'être un tueur en série. Terrible, hein, je sais. Je sais, mais je vois pas trop comment expliquer ça différemment. En question 9, Muriel me dit: les heures miroirs sont-elles de réels signes de nos défunts? Moi, je pense que c'est plus des synchronicités. D'accord? C'est-à-dire que je pense pas que ma mère puisse venir me dire: tiens, Elisabeth, regarde l'horloge, il va être 8h08. Je pense pas. Je pense que je vais avoir des synchronicités, c'est des sortes de hasards en fait, hein, pour me dire: tiens, regarde, et à chaque fois, là en ce moment, c'est des 2, j'ai des 2 partout. Je pense que c'est un signe quelque part, oui, c'est une synchronicité. Tu me disais après, est-ce que c'est une coïncidence qu'on fait qu'on regarde juste l'heure à cette heure-là? Ben oui, pourquoi pas. Mais l'objectif finalement, Muriel, c'est pas de se demander si c'est un défunt, si c'est ton guide, si c'est un ange, si c'est un hasard, si c'est une coïncidence, si c'est une synchronicité. On s'en fout finalement. Peu importe qui c'est, on s'en fout. Tu vois, ce qui compte, c'est le message qui correspond à l'heure. Le reste, c'est pas grave, il faut pas tant se poser de questions. J'ai déjà dit, hein, mais les 3 quarts du temps, il n'y a pas de réponse. Donc, voilà. Tu me disais ensuite: je ressens depuis une séance chez le kinésiologue une chaleur sur ma joue dès que le chagrin et la douleur m'envahissent. Est-ce ma maman ou mon imagination? Ça peut être ta maman, pourquoi pas. Ça peut être ton guide, pourquoi pas. Ça peut être ton mental, pourquoi pas. Ça peut être ton imagination, pourquoi pas. Je dirais que l'essentiel, c'est que tu sentes quand même que tu es réconforté à l'instant T. Tu vois? Je sais que j'ai une façon de penser, de voir les choses qui est différente, qui est inversée des gens. Souvent, les gens se posent plein de questions. Moi, je me dis: on s'en fiche, l'important, c'est le résultat. Je pense que, tu vois, les questions, c'est souvent lié au mental. Et moi, je fais le chemin inverse. Excellent exemple, Muriel, merci. Patricia, en question 10, me disait: lorsque je médite, médite, ça me fait toujours rire, je sais pas pourquoi. C'est un jeu de mots, en fait. Médite. Bon, c'est pas grave. Il arrive que je me fasse happer dans une drôle de sensation qui m'envahit et qui m'emmène au bord de tomber dans les pommes. Ouh là là, Patricia, tu as un problème d'ancrage. Saurais-tu m'expliquer de quoi il s'agit?
Est-ce que je dois résister ou aller plus loin ou au contraire m'arrêter quand ça se produit? Alors clairement, si dans un état méditatif, tu commences à avoir des sensations comme ça, c'est que tu as un problème d'ancrage. C'est que tu pars tellement loin dans ta méditation que tu te laisses envahir par des choses qui sont... et d'ailleurs, c'est ça que tu me dis. Hein. Je me fais happer par une drôle de sensation. Donc c'est que tu as un problème d'ancrage. Il faut que tu restes dans la réalité physique des choses. Hein. Donc non, ce n'est pas normal. Et il faut que tu travailles davantage ton ancrage. C'était dur à dire ça. En 11, Sylvie. Bonjour Elisabeth. Hello Sylvie. Est-ce possible de rentrer en communication avec son âme? Toi, le fais-tu? Moi, si je rentre en communication avec mon âme, je sais pas ce qui va en ressortir, mais ça va pas être terrible. Non, je plaisante, hein, bien sûr, Sylvie, mais dans quel objectif? Pourquoi j'irais me connecter à mon âme? Il faut que je réfléchisse à cette question. 40 minutes plus tard. Non, je vois pas pourquoi j'irais me connecter à mon âme en fait. L'âme, l'essence, notre essence pure, elle change en permanence. C'est-à-dire que on est sur Terre pour apprendre des choses. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir des épreuves de vie qui vont nous faire grandir, évoluer. Donc, si j'ai des réponses qui me manquent, je vais plutôt m'interroger moi déjà. Je n'ai pas besoin d'interroger mon âme, j'interroge ma conscience. Je me remets en question. Oui, je m'interroge tout simplement. Si j'ai pas de réponse, bah, moi je triche. J'interroge mes guides, qui en général me répondent aussi par des questions pour que je chemine et que je comprenne toute seule. Voilà. Mais non, 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 non. J'ai pas besoin de ça. Alors je ne pourrais peut-être pas répondre à ta question, Sylvie. Désolée. En question 12, Manosque. Ok. Concernant les pendules, comment cela fonctionne? Pourquoi ils tournent dans un sens ou dans un autre? Qui répond? Alors là, c'est de la radiesthésie, hein. C'est pas les guides ou rien du tout, c'est un principe de radiesthésie. Je t'encourage vraiment à faire des recherches là-dessus. Tu auras certainement toutes tes réponses parce qu'il va pas falloir croire non plus qu'Elisabeth va vous filer toutes les réponses. Hein. Il faut se chercher un petit peu. Non, ce n'est pas le guide qui répond par la radiesthésie. Est-ce que c'est une personne qui a existé sur Terre? Non, c'est une extension de ta propre conscience, en fait, la radiesthésie. Fais des recherches. Est-ce que c'est dangereux de soigner à distance? Absolument, parce que si tu connais pas les techniques pour soigner à distance, eh ben, comment te dire? Tu vas tout te prendre sur le coin de la tronche et ensuite tu viendras pleurer parce que toi, tu auras chopé les maux de tout le monde. C'est en général ce qui arrive. J'en ai déjà parlé, hein. Ne soignez pas quelqu'un tant que vous ne vous êtes pas soigné vous-même. Ne soignez pas quelqu'un ou n'intervenez pas sur un mot quel qu'il soit si vous n'avez pas appris à soigner, à couper, etc. C'est pas bon, hein, parce qu'en général, vous vous chopez toutes les merdes après dessus. Donc non, ne commencez pas, ne vous lancez pas dans des trucs comme ça. Enfin, moi-même, ça me faisait peur à une époque, et aujourd'hui, je me rends compte que les gens... Allez, on y va, faites entrer, on va soigner tout le monde. T'as appris où? Ah, j'ai pas appris. Ah, ok, d'accord. Non, parce que moi, en fait, j'ai eu tellement besoin de me mettre des sécurités et des trucs partout pour être sûr que je pouvais le faire que je trouve ça un petit peu inconsidéré aujourd'hui que tout le monde peut faire. Ah, bref. En 13, justement, Delphine, j'aimerais connaître, selon vous, la différence entre le Reiki et le magnétisme. Alors, j'ai écrit un énorme article là-dessus, Delphine, que tu trouveras sur mon groupe Facebook, Elisabeth Medium, le monde de la médiumnité, il est là-dessus. Concrètement, la grande différence qu'il y a, c'est que le magnétisme, c'est en toi. D'accord? Et le Reiki, c'est initiatique, c'est-à-dire que tout le monde peut l'apprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir de quelconque capacité pour pouvoir pratiquer le Reiki. C'est ouvert à tout le monde. Dans certains pays, on l'apprend même en maternelle. Je crois, 17 ans, on apprend déjà le Reiki. Donc voilà, le Reiki, c'est que tu canalises une énergie, mais qui n'est pas la tienne, en gros. Ok? Donc tu peux regarder aussi sur mon groupe, tu verras, j'ai fait un énorme article là-dessus. Tu trouveras toutes tes questions. Ensuite, tu m'as dit, vous êtes magnétiseuse. Oui, madame. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui en quête d'une formation dans ce domaine? Alors, formation, moi j'ai du mal. Toi, c'est pour ça que je parlais des ateliers Brocéliande, parce que j'ai du mal avec le mot formation.
Formation, ça veut dire qu'à la fin, tu as un diplôme et ouais, tu peux soigner. Alors que je pense je pense que c'est en faisant qu'on apprend et puis c'est en rencontrant des professionnels. Dans le soin, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a une espèce de grande ligne droite, d'accord? En principe, on connaît tous, enfin on connaît tous. Les praticiens ont tous appris à un moment donné par transmission. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai été rencontrer beaucoup de guérisseurs, beaucoup de magnétiseurs. Il y a eu un moment donné, j'ai fait que ça d'ailleurs, donc. Et ils m'ont tous donné des trucs et astuces, comment eux ils faisaient. C'est en échangeant avec eux que j'ai compris que un tel faisait comme ci, un tel faisait comme ça. Bah tiens, moi si je faisais un mix des deux, je vais faire un petit peu à ma sauce. Et en général, c'est comme ça que ça marche. Après, ce qu'il faut se dire dans le soin, c'est qu'on n'est pas Dieu et qu'on n'arrivera jamais à soigner tout le monde. C'est pas vrai. D'accord? Donc je te dirais que formation, fais gaffe, fais attention. Moi, je te conseillerais, tu vois, de plutôt te tourner vers les petits vieux dans les communes au fin fond voilà, qui soignaient le zona, l'eczéma, etc., les guérisseurs, tous ces gens-là, c'est quelque chose qui est en train de partir, hein. Enfin, à mon sens, bien sûr. J'ai l'impression que tous ces gens-là, ils sont en train de s'éteindre et ils donnent pas le relais, quoi. Et puis, il y a des gens qui sont ravis d'échanger avec nous sur ces sujets-là. Tu vois, moi j'ai été. Bon, alors il y a des gens, bien sûr, qui vont être plus dans l'accueil que d'autres, ça c'est certain. Mais je pense que les vraies connaissances, elles sont là. Alors après, le truc, c'est que sur Internet, tu peux devenir hypnothérapeute en un week-end, tu peux devenir naturopathe en 2 jours, tu peux devenir, je sais pas quoi, moi, tout est possible. Mais après, il y a des formations aussi qui sont très bien, je peux pas le dire. Et j'ai des personnes qui font des formations. J'ai une amie, par exemple, qui fait des stages en Qigong, etc. Ça marche super bien et les gens sont contents. Mais il ne faut pas croire que le fait de faire un stage va te faire devenir tout ce que tu as envie. Je pense qu'il y a un gros travail personnel derrière. Les gens qui sont vraiment motivés à devenir quelque chose, ils deviendront toujours. Ça, c'est comme si tu rêves de jouer du piano, mais ça t'emmerde d'apprendre le solfège. Ah, pourtant, c'est la base. Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça aille vite dans tous les domaines. Donc les gens n'ont plus envie d'apprendre. Les gens n'ont plus envie de se donner la peine de s'investir à fond dans quelque chose. C'est ça qui est dommage. Tu vois? J'ai mon nez qui me chatouille. Ok? Donc moi je te dis surtout que tu sois perdu, c'est complètement normal. Euh, Moi je te dirais d'aller à la rencontre de praticiens en leur disant voilà, moi, je pense que j'ai quelque chose. J'ai envie de développer quelque chose. Aidez-moi. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces? Multiplie les rencontres. Fais des salons. Va à la rencontre de ces professionnels-là. Et peut-être, en tout cas, je te le souhaite, que tu auras des réponses. Après, n'oublie pas non plus que on pourra te donner des clés, mais ce sera toujours toi qui ouvrira les portes. Le travail est personnel. Il viendra toujours de toi et pas des autres. Voilà. Question 13. Alors, Nora m'a posé plein de questions, c'est pour ça que j'étais en train de lire, excusez-moi. Donc, en gros, Nora, ce que tu me disais, c'est que tu avais la sensation que tu étais en plein éveil spirituel parce que tu as eu la sensation que ton guide t'a appelé et tu as la sensation aussi que ton guide te pousse à acheter une obsidienne œil céleste. Tu as vu également une plume noire il y a quelques jours, etc. Donc, tu me demandais qu'est-ce que je fais moi avec ça? Ben, écoute, déjà achète une obsidienne, hein, au pire tu perdras 20 €. Ça va pas te ruiner. Et puis donc, s'il te demande s'il te pousse, enfin, si tu as la sensation que ton guide te pousse à acheter une obsidienne, bah, achète-en une, hein, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je dois en faire? Bah, j'en sais rien. Je sais pas. Pourquoi on s'éveille? Eh ben, parce que le taux vibratoire de la Terre n'arrête pas d'augmenter. Alors forcément, on a de plus en plus de gens qui vont grimper en énergie et donc en vibration et donc qui vont s'ouvrir à la spiritualité. Après, je te conseille surtout de réaliser certainement une guidance pour essayer d'y voir plus clair et savoir si c'est réel ou est-ce que c'est ton mental, ton imagination, etc., etc., etc. Là, je pense qu'il y a plein de tri à faire, mais dans un premier temps, achète une obsidienne. What is the problem? Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, tu sais, il ne faut pas se poser de questions. Si tu dois être, tu sauras. Si tu dois pas être, tu sauras pas. Et peut-être que tu as juste besoin d'une obsidienne pour te protéger. Je sais pas, moi, peut-être que tu es en lien. Je veux dire, peut-être que tu as tendance à avoir beaucoup de gens autour de toi dans la journée ou le week-end, ou tu as peut-être besoin là, en ce moment, d'être protégé. Puis peut-être que dans 2 mois, tu n'auras plus besoin. Et puis peut-être que dans 6 mois, tu auras complètement oublié. Peut-être que dans 10 ans, tu seras complètement passé à autre chose. Enfin, je sais pas. Il y a certainement un objectif aujourd'hui, donc bah, vas-y, fais-le, écoute ton instinct. Et ne te prends pas la tête.
Question 14. Tuc. Je ne sais pas qui m'a posé cette question, parce que je n'ai pas noté le prénom. As-tu déjà été approché par des scientifiques pour des études concernant tes facultés médiumniques? Non, pas du tout. Question plus personnelle, vas-y. Ton mari a-t-il directement accepté cette facette de ta personnalité sans que tu le fasses fuir un peu? Mon mari a essayé de fuir, mais je cours plus vite que lui. Non, je déconne. J'ai pas fait de sport depuis 84, vous savez bien. Donc, c'est pas possible. Mon mari, je dirais qu'il n'était pas fermé à certaines choses. Bon, peut-être pas autant, hein, quand même. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'il était peut-être curieux. Je pense qu'il est curieux de plein de choses. Mais je pense pas que dans son imagination, il s'était dit un jour qu'il finirait avec une médium. Je pense pas, mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est tellement présent chez moi que c'est très compliqué de passer à côté. C'est-à-dire qu'il aurait vraiment fallu qu'il le fasse exprès pour qu'il ne le remarque pas. Alors, en plus, je vais te dire que mon mari, c'est pas quelqu'un de très observateur. Il est très tête en l'air, donc il y a plein de choses qu'il ne voit pas, même l'évidence, des fois, il le voit pas, donc. Mais, euh, mais il était obligé, en fait, très très tôt dans notre relation, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que c'était pas normal. Notamment la nuit où je me réveillais, j'étais dans un état pas possible. Donc, il s'est rendu compte très très tôt, effectivement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a été très curieux de ça, alors que moi, au début, j'avais pas forcément envie d'en parler. Donc, puis le truc, c'est qu'il est tout le temps dans le pourquoi. Donc, je fais ça, pourquoi? Ah bon, mais comment? Ah bon, mais c'est pas logique. Non, mais il n'y a pas de logique, je t'explique. C'est juste que t'accueilles, c'est tout. Tu dis rien. Donc, c'est vrai que pour lui, voilà, au début, je pense que ça a été vraiment. Parce que, imagine-toi, enfin, tu vis avec quelqu'un, tu te réveilles à 3 heures du matin, elle est en train de pleurer au bord du lit, elle est gelée, tu sais pas ce qu'elle a, tu te dis, bon, ça va pas bien, enfin, je sais pas, il y a peut-être un problème. Tu vas chez quelqu'un, tu dis rien, tu te verrouilles d'un coup parce que y a quelqu'un qui est en train de te harceler juste à côté, ou t'entends quelqu'un qui chante, ou t'entends un bruit, machin, ou tu sursautes alors qu'il y a rien. Enfin, tu vois, il y a quand même, il faut vivre avec un médium pour comprendre, je pense, hein. Donc, c'est sûr que c'est assez lourd quotidiennement. Après, c'est comme toute chose, on s'habitue. Mais c'est vrai que des fois, je vais lui dire des choses. Par exemple, j'ai des espèces de rêves. En fait, moi, souvent, ça passe souvent par le rêve. C'est-à-dire que ce qui va se passer, j'en ai déjà rêvé. Euh, mais vraiment, là, je parle du privé, hein. Donc, quand il y a quelque chose qui va tomber en panne, je le sais, en fait. Je vais lui dire, tiens, j'ai rêvé d'un truc. J'ai rêvé que la machine, elle avait été en panne. Il me dit, oh non, arrête tes conneries. Et 2 jours après, elle est en panne, tu vois. C'est des petites choses comme ça. Euh, on a souvent ce truc-là. Ça va pas, t'as fait un rêve, qu'est-ce qu'il y a, t'as mal dormi. Je crois que tous les matins, il me demande, ça va, t'as bien dormi. Voilà. Après, c'est sûr que il y a quelques mois de ça, je suis en train d'attendre parce qu'il y a quelque chose qui est en train de reculer ma chaise, tu vois. Au moment où j'en parle, c'est rigolo. Donc, il y a quelques mois de ça, on s'est retrouvés tous les deux dans notre maison, un soir au mois de mars 2018, donc. Mon grand garçon est à l'internat, donc il n'était pas là, et mon petit garçon n'était pas là non plus, il était à un stage pour sa grande communion, tu vois. Et on s'est retrouvés tous les deux dans notre maison. Alors c'est vrai qu'ici, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans notre maison, on s'y est habitué, c'est presque quotidien finalement, il y a toujours un truc où il y a toujours quelque chose, donc on est habitué, on a bien profité de notre soirée, on a débouché une bonne bouteille, on s'est fait bien plaisir. Et puis à la fin de notre soirée, on était en train de parler d'entités naturellement, et de fantômes, et d'esprits, de hantis, de plein de choses. Et puis il me dit, bah tu vois, moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'il se passe un truc, mais genre, mais un truc, tu vois, un vrai truc. Et moi, je lui dis,
Ouh là là, faut pas dire ça. Stop. Faut pas dire ça. Arrête, tu vas les provoquer. Chut, faut pas dire ça. Et il me dit mais si, mais moi je suis curieux, tu vois, parce que tu vois quand tu regardes par exemple un film d'épouvante, tu vois, tu regardes Paranormal Activity, tu vois les trucs qui volent et tout. Et nous on peut pas avoir ça. Et non, 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 faut pas dire ça parce que ça c'est une provocation. Dans le langage entité, énergie, ce genre de choses, c'est une provocation. Donc si on provoque, on va avoir. Donc je dis à mon mari, arrête, joue pas à ça, ne demande pas à voir parce que si tu demandes à voir, tu vas voir. Et quand tu vas voir, tu vas flipper ta race. Donc non. La soirée se finit comme ça. Et puis 2-3 jours plus tard, un matin, donc il se lève beaucoup plus tôt que moi. Déjà moi j'ai du mal à sortir du lit, donc il se lève avant moi et puis il rentre dans la salle et je vous assure que c'est véridique ce que je vous raconte, hein. Mon mari n'est pas un mytho. Ça, c'est vraiment, c'est sans déconner, ça s'est produit il y a pas longtemps. Et donc, il rentre dans la salle à manger et au moment où il est rentré dans la salle à manger, la télé s'est allumée toute seule. Donc, il a démystifié. Il vit avec une médium rationnelle. Donc, il a cherché partout dans la salle qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, ah bon, est-ce que c'est pas la télécommande, est-ce que c'est pas la télé, est-ce qu'il n'y a pas un truc, est-ce que machin. Bon, bref, il n'a pas trouvé. Il a éteint, il est parti prendre son petit-déj dans la cuisine. Et là, boum, la télé s'est allumée une deuxième fois. Donc là, a commencé un petit peu à flipper sa race, hein. Il n'était pas rassuré. Donc voilà, il s'est pas senti seul en fait, hein. Ensuite, le soir qui a suivi, il est resté regarder la télévision toujours dans le salon, qui était allumée, mais là pour le coup c'était lui qui l'avait allumée, donc tout allait bien. Et moi je suis montée me coucher parce que forcément je suis fatiguée. Et je lui dis ce soir-là, écoute, je dors d'un côté, tu dors de l'autre parce que mon mari ronfle énormément. Et du coup, on peut pas. Des fois, moi, je suis tellement fatiguée qu'il faut que je dorme, en fait, hein, 12 heures, parce que je suis complètement lessivée. Donc, il a dormi dans une chambre à l'autre bout de la maison et moi de l'autre côté. Et puis, je suis partie me coucher. Il y avait une serviette, en fait, qui était posée sur une chaise. Me demandez pas pourquoi, ok, hein. Il y avait une serviette qui était posée sur une chaise et il a vu la serviette qui bougeait. Donc, là, il a tout éteint, il est parti se coucher. Et dans la nuit, il a été réveillé par quelque chose. Il ne l'a pas identifié sur l'instant. Il a senti une présence dans la chambre. Il a ouvert les yeux. Il a vu un enfant qui venait vers le lit, qui était tout pâle. Il a cru que c'était notre fils qui était peut-être malade dans la nuit et qui avait besoin d'aide ou qui avait besoin de quelque chose. Il lui a parlé, mais il n'a pas eu de réponse. Et il y a cet enfant qui est venu à côté de lui, au pied du lit, quoi, juste à côté de lui, et qui avait donc le visage tout blanc et il n'y avait pas d'orbite. Il y avait un trou, en fait, au lieu des yeux. L'enfant s'est penché sur lui. Donc là, il a commencé à avoir très très peur. Son corps est devenu immobile, donc il ne pouvait plus bouger. Et il a senti donc cet enfant qui appuyait son genou sur son ventre pour passer en fait par-dessus lui et se coucher à côté. Et donc l'enfant s'est couché à côté de lui et il avait vraiment la sensation qu'il y avait quelqu'un qui était couché à côté de lui. Il entendait, il sentait, il y avait quelque chose. Il a eu très très peur et dès qu'il a pu bouger, bien sûr, il a allumé la lumière. Et le lendemain, il m'a dit « Ok, c'est bon, j'ai vu. Maintenant, si tu peux faire quelque chose, parce que j'ai très peur. » Voilà, donc il a demandé à voir, il a vu. Et ça, c'est valable pour absolument tout le monde, hein. Si vous vous demandez, si vous provoquez, à un moment donné, vous allez avoir. Et quand ça va arriver, ça va faire peur. Mais voilà, je pense que mon mari s'est habitué, entre guillemets, à toutes ces sensations, tous ces phénomènes. Les enfants aussi, mes enfants se sont habitués à ça. On entend ici dans la maison, on entend des voix, on entend des rires, on entend du bruit, on entend les planches qui tombent. On a le mystère de la chambre aux planches qui tombent, qui est toujours en cours, hein. Nous avons une pièce qui ne sert pas à l'étage, qui est complètement vide. Et on va faire une enquête paranormale aussi. Et dans cette chambre, on entend des planches qui tombent. Mais il ne peut pas y avoir de planches qui tombent parce qu'il n'y a rien dans la chambre. Et je vous assure que ce sont des planches qui tombent. C'est-à-dire qu'on entend vraiment un bruit de fracas alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc voilà, un jour on mènera une enquête, promis, je vous mettrai bien sûr la vidéo sur YouTube.
Non, mais bon, voilà, c'est une habitude de vie. Je pense que au début, oui, effectivement, ça fait peur, mais après, on apprend à vivre avec. C'est comme tout, hein. En question 15, on avait Elena qui nous disait: tu parles de tes guides dans plusieurs de tes vidéos, mais est-ce que ce sont des guides féminins ou est-ce que ce sont des guides masculins? Car dans d'autres vidéos, j'ai vu que des personnes disaient qu'il n'y avait pas de sexe finalement. Il n'y avait pas de sexe chez les guides. Je crois que ces gens-là peuvent confondre éventuellement les guides et les anges. Les anges n'ont pas de sexe, oui. Les archanges non plus d'ailleurs. Mais les guides, oui, en fait, les guides ont déjà eu une incarnation. Ils ont déjà été sur Terre. Mais moi, par exemple, je suis guidée, enfin, j'ai trois personnes actuellement qui me guident. J'ai toujours Abraham qui me guide et qui ressemble à Freeman. Alors, je l'appelle souvent Freeman sur ma page et sur mon groupe Facebook. Je suis guidée aussi par Mathieu. Mathieu est un guide très jeune qui a beaucoup d'humour, qui me fait énormément rire. On se fend la poire tous les deux. Et puis j'ai une guide qui vient d'arriver il y a quelques temps, qui s'appelle Hélène. Et donc c'est une guide féminin. Alors après, Elena, je te dirais que nous avons tous notre vérité, donc peut-être que l'un dira que non, l'autre dira que oui, l'autre dira peut-être, l'autre dira je sais pas. Moi, oui, j'ai des guides masculins et des guides féminins. Tout à fait. Et ça quand je fais des guidances, en général, j'ai aussi la même chose, hein. Donc, je pense il y a une confusion avec les guides et les anges. J'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite à les regarder. Guylaine, tu me disais, lorsqu'on nous dit de prier pour nos proches décédés, qu'entend-on par là? Réciter des prières apprises ou adressées par des pensées? Ben, c'est des prières, tout simplement. Tu sais, tu peux aussi avoir, tu as les prières, et puis comment je dis en général? Une pensée. Une pensée, une prière, après c'est toi qui vois en fait, c'est selon tes convictions personnelles. On ne peut pas te demander de prier si tu ne connais pas ou si tu n'es pas convaincu ou si c'est pas dans tes valeurs, enfin tu vois. Mais tu peux ne serait-ce qu'avoir une pensée positive, c'est comme une prière, hein. Te prends pas la tête, Guylaine, fais-le juste avec le cœur. La deuxième question, tu me disais, lorsqu'on le regarde des vidéos dans le style de Gus DX, dis donc, il a du succès, Gus. Par exemple, faut-il une quelconque protection? Non, je pense que là, c'est plus dans le psychisme. Mais alors, tu sais, le psychisme chez les gens, il peut être faible. C'est-à-dire que tu regardes un film d'horreur toute seule chez toi à 2 h du matin, tu peux être sûr que si tu éteins la télé et que tu entends un bruit, tu vas complètement flipper. Donc je pense qu'il faut quand même prendre le recul nécessaire en se disant non, je suis plus forte que ça, donc c'est bon. Se centrer sur soi. Mais t'as pas besoin, non, théoriquement, non. Après, je pense que c'est plus dans le psychisme. Question 17. Sabrina me disait: je voulais savoir si quand vous méditez, vous allumez des bougies et vous priez. La méditation, c'est du spirituel, ce n'est pas de la prière, ce n'est pas de la religion. Tu vois, là encore, il y a une confusion entre les deux. Après, je pense que la méditation, il y a aussi pas mal de gens qui ne comprennent pas forcément. Ou alors c'est peut-être moi qui comprends pas du coup, hein, je sais pas. Mais en tout cas, moi, la méditation, pour moi, c'est une réflexion. J'en parlais ce matin pendant une guidance et j'expliquais que tous les matins j'avais un espèce de rituel parce que si je m'organise pas concrètement, c'est la catastrophe. J'ai toujours besoin, moi, il faut que ce soit. Je suis assez scolaire, hein, donc je mets des post-it, je fais des listings de ce que j'ai à faire. Et si je ne commence pas ma journée dans le même ordre tous les jours, je suis perdue. Donc tous les matins, je commence ma journée de travail, je rentre dans mon bureau, je range un peu le bazar de la veille, parce qu'en général il y a du bazar. Bon, aujourd'hui aussi, mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas. Ça se voit pas. Je vais vous raconter un truc par rapport à ça aussi, tiens. J'allume mes petites bougies, bah, sauf ce matin, parce qu'on m'avait piqué mon briquet. Je ne dénoncerai personne. Donc, je commence par allumer mes lampes, voilà, enfin, je fais absolument la même chose tous les jours. J'allume de l'encens, je mets une musique méditative et je me pose 10 minutes. Hop. Et là, je réfléchis, en fait, parce que pour moi, la méditation, c'est une réflexion. Je fais quelques exercices de respiration, je parle avec mes guides et je file un petit peu ma journée. Je dis, tiens, aujourd'hui, je vais rencontrer telle personne. Ok, alors comment ça va se passer? D'accord. Et des fois, je prends déjà des notes. C'est-à-dire que je peux prendre des notes à 7 h du matin pour un rendez-vous qui a lieu le soir à 19 h. Mais je commence déjà à mettre des notes. Et comme ça, en fait, c'est terrible, hein, mais en fait, je me fais des grands cahiers. Je vais vous expliquer un peu. Je vais mettre mon retour caméra.
Voilà. Je me fais des grands cahiers comme ça, où je note absolument tout. Terrifiant, vous allez voir. Sans bien sûr vous donner trop de trucs. Voilà, par exemple, j'ai fait une guidance. Je vais cacher ici et ici. Voilà. Et c'est une page entière. Hein. Et je prends plein de notes comme ça. Et ça, j'avais commencé à prendre des notes avant même que le rendez-vous il commence. Mais par exemple, là, bon, ça c'est assez vieux, mais avant même, par exemple, de faire ce rendez-vous-là, j'avais déjà noté, a fait plusieurs stages dans le magnétisme, pratique déjà avec des clients, magnétiseur, taux vibratoire, nettoyage de lieux, chakra, ne croit pas en soi, attention, ancrage, etc. J'avais déjà listé en fait les problématiques de cette personne avant même que le rendez-vous commence. Et je fais ça tous les jours. Et ça me permet de me poser et de mettre en place, je dirais, ma journée. Si je fais pas ça, je suis perdue. Perdue totale. Et puis, si jamais il y a un truc qui va pas chez moi, mon guide, il va me le dire aussi. Ben là, il y a peut-être un souci. T'as pas le moral, ou qu'est-ce qui t'arrive, t'es trop fatigué, t'as pas bien dormi. Est-ce que tu crois pas que tu devrais te coucher plus tôt le soir? Enfin, voilà, je suis dans une réflexion comme ça, tous les matins, 10 minutes. Et je prie, oui, ça m'arrive énormément de prier par moment, notamment Sainte Rita. Pour toutes les personnes qui s'adressent à moi et qui ont des difficultés dans la vie, etc., je prie beaucoup Sainte Rita pour leur venir en aide. Je prie aussi beaucoup Saint Michel parce qu'il est beaucoup dans ma vie. Et puis, je prie aussi Saint Yves. Mais ça, c'est personnel. Enfin, tu vois, c'est des convictions personnelles. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Je vais ensuite traiter la question 18, qui est la question de Coccinelle, et après, je vais faire une pause. Tu me disais... Voir des signes en demander pour se faire confirmer qu'un projet va être mené à son terme positivement. Les recevoir et être heureuse et confiante. Et paf, le projet tombe à l'eau. Quelle est la leçon à apprendre? Si j'ai bien compris, ce que tu me demandes, c'est que tu avais un projet, tu as interrogé tes guides, ils t'ont confirmé que c'était bon, tu pouvais y aller, et au final, boum, ça n'a pas marché. Quelle est la leçon à apprendre? Il y a certainement une leçon, mais je te l'accorde tout à fait, que quand on se vautre dans un projet, on ne va pas voir ça du tout avec philosophie. On va pas se dire, bah oui, effectivement, c'est normal parce que ça. Non, non, non. Il faut parfois attendre en fait avant de comprendre. C'est-à-dire que moi j'ai eu des problèmes dans ma vie, je les ai compris 10 ans après. Ah oui, d'accord. Mais je suis un peu blonde de l'intérieur quand même. Donc moi c'est peut-être particulier. J'ai essayé de lâcher prise, mais quand j'ai l'impression d'y être enfin et de décompresser, une nouvelle tuile arrive. Turbulence automnale? Oui, un petit peu. En ce moment, c'est un peu le chaos. C'est un peu turbulence sur turbulence. Mais si tu ne perçois pas la leçon sur l'instant, ne baisse pas les bras pour autant. Parce que finalement, tu as peut-être appris quelque chose. C'est-à-dire que je vais être obligée encore de parler de moi. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais t'arrêtes pas de parler de toi. Ben oui, mais parce qu'il y a une résonance entre mon parcours et le tien, normalement. Bref, ne pas m'énerver, ça sert à rien. Donc, j'ai fait un jour, j'ai eu un projet professionnel. Je me suis donnée à fond. Hein. Oh là là, j'ai travaillé comme une cinglée. C'était super et tout. Enfin, c'était super. Non, c'était compliqué. C'était super compliqué même. Mais je comprenais pas pourquoi je travaillais autant. Parce que je travaillais, je sais pas, 60, 70 heures par semaine. Et j'avais pas le retour. Parce que j'étais pas au bon endroit. Et que pourtant, ça m'a fait apprendre plein de choses, tu vois. Donc je pense que dans toute chose, il y a forcément une leçon. Et si on t'a encouragé à aller vers là, c'est parce qu'il y a forcément une leçon. Et cette leçon, il faut que tu la comprennes. Après, le truc, c'est que très souvent, les gens pensent que les guides vont donner toutes les réponses aux questions. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il faudra certainement du temps pour que tu réussisses à comprendre la leçon. Quelle était la leçon? Et je pense que là, il faut vraiment se poser et puis il faut vraiment... Puis des fois, il faut du temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas comprendre sur l'instant, tu vas comprendre après. Patience. I'm back. I'm get back. Donc, Patricia me disait en question 19, je voulais savoir s'il fallait se protéger avec une bougie blanche quand on fait les cartes et que risque-t-on?
Patricia, j'ai fait un tutoriel de voyance dans lequel j'explique beaucoup de choses et je t'encourage à regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu risques? Bah, tout simplement un espèce de millimélo énergétique. C'est-à-dire que en général, quand tu tires les cartes, tu as affaire à des gens qui sont un petit peu perdus, qui se posent beaucoup de questions, qui vont plus ou moins bien. Donc, ils vont venir te voir, ils vont déposer toute leur valise de je vais pas bien et je suis malheureuse et j'ai des problèmes. Et si tu n'arrives pas à couper énergétiquement, eh ben, tu vas te prendre un peu tout ça sur le dos. Alors, il suffit en plus que tu sois empathique, et alors là, je dirais que c'est la cerise sur le cupcake. Donc, ouais, je te conseille de regarder mon petit tutoriel de voyance, tu vas voir, il est vachement bien fait. Ensuite, j'ai Mélanie en question 20 qui me disait: je t'avais envoyé un message dû à ma chute de cheval, c'est possible, et tu m'as dit que c'était mon guide spirituel qui m'avait guéri, c'était assez grave, j'avais un tassement de vertèbre et une vertèbre de fracturée au dos. Comment fonctionnent les esprits guides pour soigner de telles blessures? Alors, j'ai pas dû te dire que c'était ton guide qui t'avait soigné, j'ai dû te faire comprendre que c'était certainement ton guide qui travaille sur toi énergétiquement et sur ta douleur. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple probant, c'est que depuis quelque temps, là, comment je te dirais ça? J'ai eu quelques petites, voilà, tu sais, j'en ai parlé dans la vidéo des crises automnales, là, de la crise automnale, où je disais que j'avais eu affaire à des gens qui étaient un peu compliqués, et du coup, je suis empathique aussi, hein, donc ça me blesse finalement d'avoir, je pense que ce qui me blesse, c'est de décevoir les gens. C'est terrible, hein, je sais. Mais je pense que c'est ça. Et du coup, j'avais mon cœur là qui était pas terrible. Et puis, depuis, ça m'a fait ça plusieurs fois. Je suis dans mon canapé le soir, je regarde la télévision, je m'effondre, parce qu'en général, je suis crevée, donc je dors. Je vois aucun film, en fait, hein. Je vois le générique de début et de fin. Entre les deux, je vois pas grand-chose. Et j'ai des sensations au niveau du cœur. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme des palpitations un peu. Mais c'est pas des palpitations, j'ai l'impression que ça vibre en fait dans mon cœur. Je sais pas comment dire ça, mais c'est bizarre. Et j'ai déjà eu la confirmation plusieurs fois que c'était mes guides qui travaillaient là-dessus. Donc c'est vrai que quand on a un problème énergétique, physique, etc., on peut très bien demander aux guides de nous aider. Ils peuvent le faire. On peut aussi solliciter les anges, les archanges, prier selon vos convictions religieuses, bien évidemment. Mais voilà. Mais après, peut-être que tout simplement, on peut agir au niveau du mental. Le corps et l'esprit sont liés. Si mentalement tu vas bien, tu vas pouvoir guérir plus vite. Ça, c'est le pouvoir de l'intention, hein. Des scientifiques qui me regarderaient avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle est complètement fêlée celle-là. Mais c'est prouvé. Regarde le super film, je te conseille de le regarder. C'est un film avec Robin Williams qui s'appelle Dr Patch. C'est un très vieux film, mais je te conseille de le regarder, Mélanie, tu verras, il est débordant de bon sens. Donc je pense qu'on a pu t'aider au niveau psychique pour que tu ailles mieux au niveau physique. C'est beau ce que je dis. Ensuite, il y a Lilou qui m'a envoyé une question et qui m'a demandé, on m'a parlé de guides qui pourraient être des enfants non nés. Pourquoi pas? Ces guides ont-ils des noms? J'ai pas compris ta question. Si oui, comment sont-ils attribués? Alors en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur les guides, j'en ai fait 2 d'ailleurs. Je t'encourage aussi à la regarder, Lilou. J'explique que ton guide concrètement qui s'appelle Gérard, Hervé, Ludovic, Stéphane ou Mathilde n'a aucun intérêt, aucun impact. Donc tu peux même l'appeler, tu vois, moi souvent mon guide je l'appelle Freeman. C'est un clin d'œil parce qu'il ressemble à Morgan Freeman. Voilà, donc pourquoi pas, mais après j'aurais pu l'appeler Arthur ou Philomène, hein, ça aurait été pareil. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt en fait. Et après, si c'est des enfants, bah pourquoi pas, oui, mais après il n'y a qu'une seule âme, hein, tu vois, l'essence pure. Il faut que tu regardes ma vidéo sur les guides, Lilou. Ensuite, il y a Mademoiselle. Je me rends compte que j'arrête pas de dire ensuite, hein. C'est une répétition, j'arrive pas à faire autre chose. Et il va falloir que je trouve un autre truc. Ok. Elisabeth, pour toi, combien de temps après un décès, on a la meilleure conversation avec un défunt? J'en ai déjà parlé aussi. Je te dirais tout simplement que dans les quelques jours qui suivent le décès, en général pendant les 3 à 4 jours qui suivent le décès, c'est le moment où la famille est persuadée qu'il est encore là. On a l'impression qu'on le sent. Et c'est pas qu'une impression, c'est qu'il est encore très présent.
Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a une grande coupure. Alors là encore, il y a des gens qui vont dire ouais, mais non, c'est n'importe quoi. Moi, je sais. Moi, on m'a dit. Moi, je pense. Peu importe. Moi, je le dis. En tout cas, j'ai la sensation, et ça s'est vérifié plusieurs fois, qu'il faut attendre à peu près 4 à 6 mois avant de tenter un premier contact. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 2 mois, on ne peut pas le faire, mais ce ne sera pas la même qualité de message. Mais par contre, c'est vrai que c'est arrivé que je le fasse très très tôt. Quand une personne me demande, je demande souvent, bah, envoyez-moi une photo, je vais voir s'il y a quelque chose ou pas. Et puis, je vais avoir une réponse tout de suite. Mais la médiumnité, c'est le truc le plus incompréhensif et le plus inexplicable. Voilà, c'est pas, il n'y a aucune logique. Si ça se trouve, on peut faire un contact avec quelqu'un qui est parti depuis 50 ans et on va avoir une réponse tout de suite. Et si je fais un contact avec quelqu'un qui est parti l'année dernière, je vais mettre 3 plombes à réussir à avoir mon contact. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi du tout. Par contre, c'est vrai que moi, personnellement, je conseille en tout cas d'attendre minimum 4 à 6 mois avant de tenter un premier contact. Après, si d'autres le font plus rapidement, qu'à cela ne tienne. Mais en tout cas, moi, j'attends toujours ce délai-là qui, pour moi, en tout cas, est important. Nous allons donc poursuivre avec Rachel. Rachel me posait une question, ou plutôt plusieurs questions dans la même question. Elle me disait, lorsque je communique avec mon guide, est-ce que j'ouvre une porte ou un canal rien qu'en m'adressant à eux? Alors le souci, si tu veux, Rachel, c'est que, comment je te dirais? Je pense que les gens ne comprennent pas que c'est si simple. C'est-à-dire que la communication avec ses guides, je pense, mais encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, je pense que n'importe qui peut communiquer avec son guide. N'importe qui. Il suffit 2 minutes de débrancher son mental et sa logique. Et le problème de l'être humain, c'est qu'il a toujours besoin de savoir pourquoi. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et comment, et pourquoi, ah bon, et pourquoi. Mais le truc, c'est que les guides nous connaissent mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies pensé poser une question, ils savent déjà que tu vas poser une question. Donc, j'ai des personnes, moi, qui n'ont aucune capacité de clairvoyance, de médiumnité ou de rien du tout, et qui ont l'impression de temps en temps d'être guidées instinctivement. C'est presque notre instinct finalement, hein. La frontière est assez mince. Ils ont l'impression déjà d'être guidés dans leur choix, dans leur évolution personnelle, professionnelle, etc. Mais c'est déjà une guidance. Mais je pense que les gens pensent qu'il faut ouvrir, tu vois, c'est assez symbolique ce que tu dis. J'ouvre un canal, je te dirais qu'il y a des gens qui sont X ou Y et qui n'ont pas du tout de capacité ou de quoi que ce soit et qui sont déjà guidés. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre la médiumnité et la guidance. Ce sont deux choses très différentes. À mon sens, bien sûr. Ok. Après, c'est sûr que quand on est médium, on a cette capacité de canaliser et de donner un message, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais n'importe qui peut avoir une conversation avec son guide dans l'éventualité où il débranche son mental. Arrêtez de penser, arrêtez de réfléchir. C'est simple, c'est super simple. Il n'y a pas plus simple en fait, hein, mais je pense qu'il y a tellement de complications. L'être humain a tendance à se compliquer 10 000 fois la vie alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. Mais je te rassure, Rachel, j'ai été comme ça pendant très longtemps, donc je compatis. Alors là où tu me sidères un peu, c'est juste après, où tu me dis qu'en fait, cette question, tu la poses parce que de temps en temps, tu te sens super fatigué, etc. Alors, étape 1, on cherche toujours à comprendre ce qui se passe. Donc, si tu es dans un état de fatigue que tu ne comprends pas, la première étape, c'est pas de demander si c'est de la faute de ton guide. La première étape, c'est de faire un bilan médical. Voilà, je démystifie. C'est-à-dire que si tu as des états de fatigue que tu ne comprends pas, tu prends rendez-vous avec ton médecin, tu lui expliques la situation, il va te prescrire très certainement un bilan sanguin, voir si tu n'as pas de carence éventuelle, voir si tout va bien dans ton corps, tu fais un check-up complet, et si tu ne trouves pas de réponse, et si tout va bien, et je te le souhaite, il y a peut-être quelque chose qui se passe ailleurs. C'est peut-être une fatigue psychologique, ça peut être une fatigue mentale, ça peut être une fatigue émotionnelle, ça peut être une fatigue. Enfin, tu vois, il y a tellement de raisons dans ta vie qui peuvent faire que, à l'instant T, tu te sens fatigué. Ne prends pas de raccourci, Rachel. Là, tu es en train de te dire, je suis fatiguée. Oh, bah c'est parce que ça doit être mes guides.
Non, il y a au moins 10 000 possibilités qui peuvent expliquer que tu es fatigué. Donc ne prends pas de raccourci, jamais. Et ensuite, tu termines en me disant que tu me poses cette question à moi parce que tu as déjà posé cette question à un autre médium. Et alors là, j'ai eu envie de me taper la tête dans le mur. Boum, boum, boum. J'ai dit, mais pourquoi elle me pose la question à moi si elle l'a posée à quelqu'un d'autre? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais je sais pas contre toi, hein. T'inquiète pas, il y en a plein comme ça qui m'envoient des questions tout le temps, enfin tout le temps, régulièrement on va dire, qui me disent bah voilà tiens j'ai eu une séance avec machin, avec une autre médium, et bah toi t'en penses quoi? Et puis j'ai un médium il m'a dit ça et toi t'en penses quoi? Et mais je comprends pas si tu vas consulter un autre médium et qu'il te dit quelque chose, ben tu réceptionnes, mais moi j'irai pas faire le tour du monde après pour savoir si ce qu'il m'a dit est vrai. Parce que ça veut dire à ce moment-là que tu n'avais pas confiance au premier. Donc tu as eu besoin d'aller voir un deuxième. Puis tu peux aller voir après un troisième. Et là encore, c'est ton mental qui t'empoisonne. C'est ton mental. Imagine, Rachel, que je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple. Euh, admettons, j'ai envie de faire des travaux chez moi. Ce qui est le cas, hein, ça fait 9 ans que je suis dans les travaux. Donc je vais changer mes PVC. Je vais faire venir un vendeur de PVC, il va me dire voilà, il faut mettre ça. Il va me faire un devis, je vais dire d'accord, ok, très bien. Bah attendez, je vais aller voir un autre marchand de PVC. Et puis je vais en faire un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et puis au final, qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'avoir 4 discours différents. Parce qu'ils vendent tous leur matériel, ils vendent tous leurs produits auxquels ils croient. Ils vendent tous un concept auquel ils croient. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tu vas poser ta question à 3 médiums différents, tu risques très fortement d'avoir 3 réponses différentes parce qu'on a tous notre propre vérité. Donc au final, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de chercher à travers différents questionnements d'avoir, je dirais, une vérité qui te parce qu'au final, tu vas garder celle qui te plaît. Faut pas rêver. On garde la vérité qu'on a envie de garder. Donc, je pense que tu perds du temps et que ton mental est en train de te faire perdre un temps phénoménal. Donc, je serai toi, je me poserai les vraies questions et j'arrêterai de tourner en boucle sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Voilà ma réponse. Mais je te remercie très sincèrement de m'avoir posé cette question. Et je pense d'ailleurs qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront par rapport à la réponse que je viens de te faire. Parce que c'est souvent ce que je dis dans mes réponses. Voilà. Ensuite, il y a Brune qui m'a posé une question et qui me disait je suis en pâte depuis l'enfance. Alors attention, dans le sens où tu as tourné ta phrase, j'ai l'impression que tu vois ça comme une capacité. L'empathie, on en a tous à différents degrés. D'accord? Il y a juste des personnes qui sont beaucoup plus empathiques que d'autres. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus dans quelques temps. Et tu me disais ensuite que tu avais pris conscience de ta médiumnité il y a quelques mois. Donc c'est pour ça que j'insiste, l'empathie, ce n'est pas une capacité à part entière. Tout le monde a de l'empathie. Tout le monde. Donc tu me disais qu'il y avait plein de choses chez toi qui se développaient et que tu étais étonnée parce que tu n'avais pas la clairvoyance. C'est-à-dire que tu as plein de choses chez toi, mais tu n'as pas la clairvoyance. Mais t'inquiète pas, il y a des médiums qui vont avoir que la clairaudience. Il y a des médiums qui vont avoir que la clairvoyance. T'as pas forcément une médiumnité qui est complète, donc pas de panique, tout va bien. Et puis si tu ne l'as pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Et puis ça veut peut-être dire aussi plein de choses, je sais pas, il y a peut-être un problème au niveau de ta vision. Tu as peur de voir, tu as peur de... Ça, souvent c'est ça, hein, c'est la peur qui bloque plein de choses. Mais il n'empêche que dans ton récit, tu me dis ensuite que tu as eu l'impression en te réveillant le matin que tu as vu une forme blanche au pied de ton lit. Et tu te demandais tout simplement si le fait de te questionner par rapport à tes capacités de clairvoyance ou à ta non-capacité de clairvoyance pouvait déclencher une clairvoyance. Bah je sais pas, tu vas nous en parler. Peut-être que dans les mois à venir, c'est toi qui nous donneras la réponse. Est-ce que le fait de s'interroger sur quelque chose, ça peut influencer quelque chose? Pourquoi pas? Après, je pense qu'il y a aussi une part de mental quand même. Puis moi, je te rassure, hein, des fois, quand je me réveille le matin, le temps que je vois tout droit, je me prends les murs, je me prends les meubles et tout, c'est affreux. Donc, tu vois, je sais pas. On va voir si... Je t'encourage, dans les mois qui suivent, peut-être à nous faire une réponse. Et tu nous diras si chez toi, ça a marché. Ensuite, il y avait Nana qui me demandait, est-ce que tu penses qu'une méditation guidée peut nous aider à accéder aux annales akashiques, aux vies antérieures, etc.
Moi, je pense que la meilleure solution, ça reste l'hypnose. Mais un très bon praticien en hypnose. Faites très attention à ça, parce que les 3/4 du temps, maintenant, on trouve des praticiens en hypnose qui pratiquent l'hypnose, mais en pleine conscience. C'est-à-dire que bah, tu es complètement conscient de ce que tu racontes. Donc chez moi, ça marche pas du tout. Moi, il me faut vraiment un vrai praticien en hypnose qui fait des régressions dans les vies antérieures. C'est la meilleure des... Je suis en train de perdre ma voix. C'est la meilleure des solutions, hein, bien sûr. Je vais parler comme Patrick Bruel maintenant. Et dans 2 secondes, je vais chanter. Et donc, pour moi, ouais, c'est la meilleure solution, c'est l'hypnose. Mais après, pourquoi pas, j'en sais rien, je sais pas. Moi, je te dirais l'hypnose, sinon forcément, ton mental va venir mettre le bazar là-dedans. En numéro 28, il y avait Mademoiselle qui me disait comment faire quand une personne refuse totalement son don de médiumnité? Bah, libre à elle, si elle n'a pas envie, pourquoi la forcer? Pas compris ta question. Si une personne refuse sa médiumnité, oui, bah, elle a le droit de la refuser, sa médiumnité. Par contre, attention, parce qu'en général, quand on refuse quelque chose, ça s'en va pour toujours. Tu vois? Donc si elle décide, si elle décide de couper sa médiumnité, déjà ça va être très dur, hein, mais ouais, parce que tu luttes contre quelque chose que tu es, donc en général c'est jamais très bon. Mais si elle fait en sorte que ça s'arrête, ça peut s'arrêter. Et il faut pas qu'elle change d'avis dans 1 an, parce que c'est trop tard, c'est fini. Tu me disais ensuite comment stopper avant que qu'on devienne fou. Donc je pense que tu parles de devenir fou avec la médiumnité. Je pense qu'il vaut mieux se renseigner sur quelque chose plutôt que de devenir fou sur quelque chose. Enfin, tu vois, enfin, moi je pense que c'est logique comme tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... C'est pas grave, hein. Il y a pire. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui tournent dingue avec ça, mais quand tu es bien ancré dans la réalité, quand tu es dans je dirais dans une démarche d'apprentissage, de comprendre, etc., normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est peut-être la personne qui a aussi des faiblesses, peut-être que psychologiquement, elle va pas bien, tout simplement. Mais je te rassure, tous les médiums ne sont pas cinglés. Enfin, je crois. Je sais pas. Pupus. Petite pupus. Ma pupus m'a dit j'ai lu un commentaire d'une personne sur un groupe Facebook. Cette personne est voyante depuis 50 ans. Elle dit qu'elle ne fait pas du tout de protection, qu'elle ne met pas du tout de protection particulière lors de ses consultations. Pas de gris-gris, pas de bougie, rien du tout. Elle dit qu'il faut simplement faire la voyance et la médiumnité avec beaucoup d'amour et de sincérité. Et que cela suffit complètement pour être protégée. Est-ce que cette personne a raison ou pas? Alors, je te dirais simplement que si cette personne, elle pratique comme ça depuis 50 ans et que tout va bien et qu'elle n'a pas de problème et que tout est merveilleux et que tout va bien dans le meilleur des mondes et que voilà, eh ben c'est formidable, grand bien lui fasse. Comme quoi, tu vois, on a quand même tous notre vérité, hein. Je sais que moi, je me protège énormément tout simplement parce que c'est dans mon histoire de vie. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, et ado, j'ai eu beaucoup de très mauvaises expériences en fait avec ma médiumnité. J'en ai déjà parlé. Moi, j'étais beaucoup dans le dark, hein. J'étais dans le dark en fait. J'étais dans le pas bien, hein. C'était costaud, hein, quand même. Donc, c'est-à-dire que je faisais énormément de cauchemars, beaucoup de terreurs nocturnes. J'étais une enfant angoissée, fatiguée, malade. J'étais souvent très malade. J'ai été asthmatique. J'ai eu vraiment des gros problèmes de santé. D'ailleurs, un jour, je me pencherai sur cette espèce de résonance. Est-ce qu'il y a un écho, tu vois? C'est-à-dire que j'ai déjà fait des convulsions, j'ai fait des méningites, enfin des réactions méningées. J'ai pas fait la méningite pour de vrai, je l'ai fait pour de faux. Mais bon, voilà. Donc, j'ai eu des problèmes de santé quand même qui étaient très forts. Est-ce que c'est lié à ma médiumnité? Je ne sais pas. Tu vois, il y a eu quand même beaucoup de choses. J'ai été attaquée de nombreuses fois, griffée, mordue, tiré les cheveux, tiré du lit, enfin, tu vois. C'était quand même assez fort, hein, quand même, quand t'es enfant. Donc, je pense que ma médiumnité, je l'ai bloquée. J'ai essayé de faire des blocages là-dessus pour me protéger, tout simplement, parce que j'avais très très peur. J'étais terrorisée, hein, en gros, en clair. Donc voilà, mes sœurs pourraient témoigner. J'étais tout le temps dans leur lit. J'essayais de
j'essayais de trouver asile quelque part. Venez-moi en aide. Voilà, parce que j'étais traumatisée avec ça, quoi. Donc, je pense que quand j'ai commencé à pouvoir me documenter, à être suffisamment grande pour me documenter, je crois que le sujet numéro un, c'était comment se protéger. Comment faire en sorte de ne pas être attaqué. Jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'une entité peut me tuer? Tu vois, c'était les sujets que j'avais. Voilà, c'était ça qui m'intéressait en fait. Et quand j'ai compris qu'on pouvait se protéger, c'est là que j'ai pris conscience qu'on pouvait avancer dans ce domaine-là avec sécurité. J'avais besoin de sécurité. Maintenant, si cette personne-là, elle évolue dans un monde formidable, où tout va bien, c'est un peu le monde des bisounours, etc., grand bien lui fasse. Chacun a sa vision des choses et donc chacun a sa vérité, bien entendu. Ensuite, Choupinette. Choupinette m'a posé une question. Ah oui, Choupinette. Oui, alors j'ai lu ce que tu m'as dit. Donc là, on va rentrer dans le dur. Donc, Choupinette a acheté une maison il y a 3 ans. Et quand elle a acheté cette maison, il y avait des entités qui étaient dans le lieu. C'est-à-dire que tu as eu l'impression de devenir cinglé parce que tu avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose. Et pour le coup, il y avait vraiment quelque chose. Donc, tu as fait appel à plusieurs personnes pour faire partir ces entités. Et enfin, voilà, tu as eu plusieurs intervenants, dont une personne qui t'a dit qu'il y avait une entité qui était coincée chez toi parce que c'était quelqu'un qui s'était pendu. Un suicide, sympa. Donc, pour Halloween, le décor est parfait. Donc voilà, et donc tu as fait intervenir quelqu'un pour que cette entité s'en aille. Mais au final, il y a d'autres entités qui sont venues dans ta maison au fil du temps. Et donc, on est arrivé à la conclusion de te dire que c'était normal, Choupinette, parce que tu étais passeuse d'âme. Normal. Je le prends avec beaucoup d'humour, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Donc, déjà, je vois pas du tout comment on a pu réussir à arriver à cette conclusion, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, tu me dis en plus dans ton récit que la bonne blague, c'est que tu ne les vois pas, que tu ne les entends pas et que tu ne les sens pas. Autrement dit, donc tu n'es pas médium, mais on t'a dit que tu étais passeuse d'âme, donc tu commences à te poser des questions. C'est normal, hein, parce que moi, on m'aurait dit ça il y a 20 ans. Comment foutre le bordel dans ma tête en 2 secondes et demie? Et donc, toi, bien sûr, tu te dis que en parlant à ces entités probables, avec le cœur, tout va s'arranger. Alors moi, je pense que si tu as un problème qui est lié à ta maison, c'est peut-être ta maison qui a un problème et pas toi. C'est-à-dire que tu as des lieux qui sont énergétiques. On parle de ça souvent en géobiologie. Si tu as un lieu qui est potentiellement chargé en énergie, eh ben, ça va les attirer. J'ai déjà parlé de ça aussi dans différentes vidéos. Je crois que j'ai parlé de ça aussi sur les entités négatives. La vidéo sur les entités négatives. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas forcément être attirés vers toi, ils vont être attirés vers la maison. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de m'envoyer une photo de ta maison, déjà, et je te dirai s'il y a un problème sur ta maison. Parce que s'il y a un problème sur ta maison et que personne n'a réussi à t'expliquer comment ça fonctionnait et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas que ça revienne, eh ben, je t'explique, tu vas pouvoir faire intervenir quelqu'un tous les mois. Donc, ça sert à rien, ce que tu as fait avant. Et non, les passeurs d'âme, je te conseille de regarder ma vidéo sur les passeurs d'âme. Tu comprendras certainement en quoi ça consiste et pourquoi. Parce que là, franchement, des fois, il y a de quoi se marrer. Bref, on va pas s'énerver, ça sert à rien. Ensuite, il y avait Audrey qui m'avait posé une question. Tu voulais savoir que avant, pendant et après un contact médiumnique, comment je fais pour me protéger? Est-ce que c'est le mental, les prières ou autre? Quand vous dites que vous faites une purification de maison par vous-même, comment procédez-vous? Alors, Audrey, déjà, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, quand je vais entamer ma semaine de travail, le lundi matin en général, je commence à faire un appel. Je fais l'appel. Pierre, il est là, ok. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que je vais regarder les contacts que j'ai à faire dans la semaine. Je vais demander l'autorisation à mon guide, hein, c'est toujours une collaboration avec lui. Je vais lui demander, je dis voilà, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Là, oui, là, ça va être compliqué, là, t'auras pas de réponse, là, faut que t'attendes, là, attention, c'est pas bon, c'est un truc un peu bizarre. Fais attention, enfin voilà, c'est un peu comme ça. Et je classe en fait.
Je classe, ouais. Je fais un classement, c'est-à-dire que je mets les contacts qui vont être faciles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui me viennent tout de suite, donc ça va, ça va être facile. Il y a des contacts qui sont beaucoup plus difficiles, donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Il y a des contacts où je sais que j'aurai pas de réponse, donc je vais les mettre aussi de côté. Et là, les gens ne comprennent pas parfois, ils sont obligés d'attendre longtemps. Mais c'est comme ça, je ne peux pas, je peux pas. Et puis, il y a les contacts difficiles avec des personnes difficiles, les meurtres, les suicides, les accidents, les choses comme ça, ou même les histoires un peu compliquées. Ceux-là, je les mets de côté en me disant, bon, je vais le faire quand je serai vraiment très en forme, tu vois. Donc des fois, bah, ça m'arrive aussi d'annuler un rendez-vous. Je suis en train de commencer un rendez-vous, j'ai rien qui me vient. Je suis obligée de dire, bah, stop, j'arrête, parce que ça vient pas. Et puis, et après, je demande toujours avant une consultation, avant que je fasse un contact médiumnique, ou une voyance aussi, ça m'arrive. Je demande tout simplement d'être protégée, je demande la protection de mes guides, je demande la protection de mes défunts accompagnants, des personnes qui sont autour de moi. Je visualise souvent la flamme violette parce que je me protège beaucoup avec ça en ce moment. Je sais pas, c'est par période. Et puis, si je suis fatiguée, je le fais pas. Si je le sens pas, je le fais pas. Si je sais que j'ai pas de réponse, je le fais pas. Donc, tu vois, je pense qu'il faut surtout être en phase avec soi-même. Et puis voilà, après de prière, ça m'arrive de prier l'archange Michael quand je sais que je vais être un peu, que je vais être un peu en galère. Quand c'est un peu compliqué, oui. Purification de maison, oui. Je fais une purification régulièrement quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand je sens qu'il y a quelque chose qui traîne dans la maison. C'est un peu bizarre hein, de dire ça, je sais. Mais il y a des personnes qui viennent me voir qui ont des entités des fois sur eux, ou le fait de faire un contact médiumnique avec une personne qui s'est suicidée, par exemple, ben, c'est un peu compliqué, ça peut faire sortir différentes choses. Alors en général, quand j'ai un client compliqué, quand j'ai un consultant compliqué, je fais une purification de mon bureau. L'instant d'après, hein, c'est-à-dire que la personne part, fium, je mets de l'encens partout, je fais un petit rituel de purification. Dans la maison, c'est quand souvent quand on va me dire quand il y a des phénomènes en fait, c'est-à-dire que il y a des phénomènes tout le temps ici, mais il y a des choses que c'est pas normal. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'habitue. C'est-à-dire que les bruits de pas à l'étage, c'est normal. Quelqu'un qui descend l'escalier, c'est normal. Quelqu'un qui rigole, c'est normal. Ce qui va pas être normal, c'est, je sais pas, un bruit que d'habitude j'ai pas. Une odeur que d'habitude je n'ai pas. J'ai eu quelqu'un il y a quelques jours qui est venu me voir et qui avait une odeur incroyable parce que moi je la sentais cette odeur. C'était terrible. C'était moi, je peux pas dire que ça pue, mais c'est très très fort, quoi. Il y a des entités du bas astral qui ont une odeur, mais horrible. J'avais l'impression que mon bureau était infesté. Ça sentait, c'était très très fort. Quand mon mari est rentré, il sentait rien. Bon, donc c'est vraiment lié à ça. Donc ouais, quand il y a des phénomènes comme ça, je vais faire des purifications. Et quand moi je me sens pas bien, ouais, ça arrive, ouais. Ça fait un moment que j'ai pas fait, mais si je suis pas bien, si je sens que si je suis polluée, ouais, si je sens qu'il y a quelque chose qui m'a étranglée la nuit, ou si je me réveille et que j'ai une griffure, ou si je me réveille avec souvent, c'est des cauchemars horribles, hein. Ils utilisent les peurs qu'on a pour justement nous affaiblir. Oui, je vais faire une purification dans les règles de l'art. Et ça me fait énormément de bien. Donc oui, et je pense d'ailleurs que quand on est praticien, mais cela encore, c'est ma vérité, il est important de bien se protéger et faire des purifications régulières. Bien sûr, libre à chacun de voir midi à sa porte. Marie, oh Marie, je chante aussi des fois. Je désirais savoir quel signe vous êtes. Oui, tu m'as posé cette question sur Messenger hier. Quel signe astrologique et quel ascendant? Je suis Taureau, ascendant Lion. Tu vois le truc? Ça fait quand même, voilà. Je suis née le 20 mai 1981. Et voilà, tu as ta réponse.
Ensuite, il y a Carole qui m'a dit: nos chers disparus sont-ils ici ou dans une dimension différente? Oui. Si oui, parallèle, dites-moi. Alors, je pense que tu te poses beaucoup de questions, Carole. C'est beaucoup plus simple que ça. Nos chers disparus sont quelque part, oui, effectivement. C'est de l'énergie, en fait, c'est tout autour de nous. Et je ne pourrais pas te donner d'explication autre parce que je n'en ai pas et parce que ce n'est pas grave s'il n'y a pas de réponse, tu vois, à cette question. Oui, peut-être que tu peux imaginer ça comme ça. On est dans. Moi, je pense qu'on est sur un escalator. Ouais, j'aime bien cette comparaison. C'est-à-dire que nous, on est au rez-de-chaussée, tu vois. Ok. Le premier niveau de l'escalator, ça va être le bas astral, c'est pas terrible. C'est pas génial, hein. Vaut mieux monter encore un étage ou deux. Et puis plus on monte et plus c'est agréable. Voilà. Moi, je résume ça comme ça. Prends pas la tête, en fait. Il n'y a pas de réponse. On ne sait pas. On n'y a pas été. Donc, voilà. Le plus tard possible, on aura la réponse. Alexandrine. Alexandra. On a dû te le faire 25 fois, ça. On parle souvent de l'âme des animaux domestiques. Ouais, le chien qu'on a choyé et qui est resté avec nous pendant des années, reste-t-il avec nous? Non, un animal se réincarne assez vite, en fait, hein. À mon sens, hein, bien sûr. Encore une fois. Qu'en est-il des animaux de boucherie? Ah bah oui, c'est pas terrible. Ont-ils le droit, eux aussi, à du répit et à une autre vie? Je te le dis, ça se réincarne très très vite, les animaux. Donc voilà. Après, peut-être qu'il faudrait que tu poses la question peut-être à quelqu'un qui est vraiment spécialisé, on va dire, en connexion animale. Ce qui n'est pas mon cas. À un moment donné, je faisais de la connexion animale, j'avais fait un stage pour ça, mais j'ai arrêté. Ouais, parce que les gens ne comprennent pas en fait que c'est souvent la vision de l'animal, hein, donc c'est pas forcément la leur. Donc ça aussi, voilà, le mental, encore une fois. Muriel Eugen, les animaux voient-ils nos défunts? Parce que mon chien a quelquefois des réactions bizarres. Oui, tout à fait. Alors, les animaux ont une sensibilité qui est complètement différente de la nôtre, notamment les chats et les chiens. Donc oui, effectivement, c'est fort possible que s'il y a quelque chose, ton chien va sentir, il va ressentir qu'il y a quelque chose et du coup il va se mettre en. Il va se figer, il va se mettre à l'arrêt, il va se dire purée, là il y a un truc qui va pas. Oui, c'est normal, ça arrive. C'est normal. Juana. Pendant des années, je voyais des visages la nuit qui se baladaient chez moi. J'ai fait appel à un médium et depuis, il n'y a plus rien. Formidable. Est-ce que j'ai commis une erreur de demander de l'aide? Ben non, parce que si tu avais des visages chez toi que ça te faisait peur et que tu as demandé de l'aide, c'est parce que tu les voulais plus. Donc si tu les as pu, eh ben, c'est que tu as solutionné ton problème. Donc pourquoi tu te poses une autre question alors que tu n'as plus de problème? Comprends pas. Comprends pas. Si tu as fait appel à un médium, ça veut dire que le médium a probablement réalisé un nettoyage de lieu et peut-être même un passage d'âme, s'il s'est avéré que ce que tu voyais était, je dirais, en lien avec ça. Donc pourquoi te poser des questions? Je comprends pas. Antoinette, alors, Antoinette, c'est ce que, en fait, tu n'as pas terminé tes mots. Quand je me fais embêter par le bas astral, est-ce que c'est prévu, j'imagine, dans ton chemin de vie? Les entités du bas astral sont donc au courant. Ah, mais les entités du bas astral, c'est la première marche de l'escalator, n'oublie pas. Donc ça veut dire que ce sont les entités qui sont les plus proches de nous. Elles peuvent nous voir, elles peuvent nous entendre. Et ce sont des personnes, oui, finalement, qui refusent leur mort. Donc ils feraient absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour revenir parmi nous. Donc c'est bien pour ça que quand on tente des expériences de spiritisme, de l'écriture automatique, etc., 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 les premières personnes qui vont nous entendre, ce sont les personnes du bas astral. Tu vois, genre. Donc eux, ils vont faire en sorte de répondre à notre appel, parce qu'ils nous ont entendus, hein, voilà. Et puis ils vont se faire passer pour tout et n'importe quoi pour essayer d'attirer notre attention. Et plus ils vont attirer notre attention, et plus ils vont se manifester. C'est pour ça souvent qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont, tu sais, il y a des personnes qui vont souvent prendre des photos chez eux, par exemple. Ils prennent des photos chez eux parce qu'ils ont vu un truc qui volait, ils se sont dit, oh là là, ça y est, c'est un orbe, ça y est, il y a des esprits dans la maison, wow, ça y est, je suis dans la maison d'Harry Potter. Donc, ils prennent plein de photos, et puis je leur dis, mais arrêtez de jouer avec ça. Et les gens me disent, ah mais non, mais je joue pas. Ben, je dis, ben si, vous avez pris des photos. Ah bah oui, mais c'était juste pour voir. Bah oui, mais donc, quand tu fais une photo, tu fais quoi, en principe?
Hein, quand tu fais une photo, tu demandes à tout le monde de faire un sourire. Donc c'est une invitation, on est bien d'accord. Donc si tu fais des photos chez toi en te disant je vais voir s'il y a quelque chose, c'est déjà une invitation. Et les premiers au premier rang, c'est qui? C'est le bas astral. Donc voilà, c'est tout à fait normal que si tu n'es pas suffisamment, je dirais, protégé, la première chose qui va venir te voir, c'est le bas astral. Ensuite, tu me demandais comment se décident celles qui vont venir m'embêter. Oh, bah, c'est pas compliqué, c'est la première qui est là. C'est la première qui est là. Il n'y a pas de, y a pas de logique là encore. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est un peu comme quand tu. J'essaie de trouver une comparaison. Je sais pas pourquoi, mais la première. Antoinette, est-ce que tu as des poules? Parce que la première idée qui me vient, c'est ça. Tu sais, tu as des poules qui sont enfermées dans un poulailler. D'accord? Elles n'ont pas mangé depuis 3 jours. Tu balances un bout de pain, qu'est-ce qui se passe? Elles foncent toutes comme des folles sur le bout de pain parce qu'elles sont affamées. Eh bien, le bas astral, c'est exactement la même chose. Imagine que c'est tous des poules. Et dès que tu fais ah tiens, je vais faire une petite séance d'écriture automatique, ah ben, c'est un peu comme toutes les poules qui jettent sur le morceau de pain. Voilà. Il n'y a pas forcément de logique. C'est le premier arrivé, le premier servi. Wouh, on y va. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. Mais bon, on aura beau le dire. On aura beau dire de ne pas le faire. Ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais bon, à force de le dire, il y a peut-être des gens qui vont commencer par croire et comprendre qu'il ne faut pas le faire. Stéphanie de Monaco. Stéphanie m'a dit, ma question concerne l'après-vie des animaux domestiques. Que sait-on de leur au-delà? Bah, pas grand-chose parce que on m'a pas encore montré ça non plus. Peuvent-ils communiquer avec nous? Oui, effectivement, on peut faire des connexions animales. Les animaux peuvent-ils nous envoyer des signes? Oui, mais je te dirais que ça se réincarne très très vite un animal. Donc souvent, ce que je peux avoir dans un contact médiumnique, c'est par exemple, je vais faire un contact avec un monsieur, il va me montrer son chien. Voilà. Mais c'est plus le chien qu'il me montre dans son souvenir souvent. D'accord? Ça arrive qu'ils soient ensemble, bien sûr, mais un animal, ça va très très vite en réincarnation. Donc l'objectif d'un animal qui va partir, c'est de revenir. C'est pas de retourner chez son maître pour voir ce qui se passe dans la maison. On n'est pas sur le même niveau de conscience, on n'a pas du tout les mêmes envies. L'animal va se réincarner très très vite, encore une fois. D'accord? Alors tu me demandais aussi, est-ce qu'ils peuvent continuer à veiller sur nous et nous protéger? Non, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle du tout. Est-ce qu'ils peuvent se réincarner pour revenir dans la vie de leur maître sous une autre forme? Il y a peu de chance. Je suis désolée. Il y a peu de chance, oui. Et plus globalement, est-ce que la connexion entre l'animal et l'humain continue quand même pendant le reste de notre vie terrestre, lorsque l'animal s'en est allé? Non, parce que l'animal se réincarne. Donc, il faut comprendre que ça va très très vite chez les animaux. Selon moi. Ok. Annie, donc c'est pas la même Stéphanie. J'aimerais savoir si les entités peuvent m'apporter des réponses sur les secrets de famille, les drames, etc., qui se sont passés. Alors, tu sais, on va dire qu'une personne qui est partie, un défunt, s'il a envie de te donner des réponses, il te donnera des réponses. S'il n'a pas envie de te les donner, il ne te les donnera pas. C'est exactement que si tu vas interroger ta grand-mère parce que tu as une question importante à lui poser, ta grand-mère, elle n'a pas du tout envie de te répondre, donc elle ne te répondra pas. Et bien de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Bah oui, parce que pendant un certain temps, nos chers disparus gardent finalement leur caractère, leur façon d'être, etc. Donc peut-être que oui, peut-être que non. Si tu avais une grand-mère un peu pipelette et qu'elle a envie de te raconter, elle te racontera. Mais si par contre tu as une grand-mère qui n'a pas du tout envie de te raconter, elle te racontera pas. Voilà. Je demande très souvent des réponses, mais je ne reçois rien. Eh ben, c'est peut-être que c'est pas le bon moment et c'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse non plus. Des fois, il n'y a pas de réponse. Des fois, après tu dis, je sens que j'évolue de plus en plus, mais est-ce que je vais y arriver? Mais je sais pas. Tu vois, moi, par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai mon arrière-grand-mère qui s'appelait Marie-Joseph. Mon deuxième prénom, c'est Marie-Joseph. Il y a plein de choses chez elle que j'ai très envie de comprendre et de savoir et d'apprendre et de voilà, c'est un vrai mystère et je pense qu'il y a pas mal de choses dans sa vie et dans la mienne qui sont liées. Mais par contre, je suis dans l'impossibilité d'avoir un contact médiumnique avec elle. Pourquoi? Peut-être que c'est pas le bon moment, tout simplement.
et qu'un jour j'aurai des réponses, et peut-être que je les aurai jamais. Mais c'est pas gênant. Ça m'empêche pas de vivre. Puis si tu les as pas, bah, c'est qu'il faut pas les avoir. C'est pas grave. Vous avez remarqué comme je me prends pas la tête? Ouais, j'ai une faculté à prendre du recul sur plein de choses, je m'épate moi-même des fois. Alors ensuite, je vais juste agrandir mon texte parce que sinon forcément je ne vois rien. Hop, Céline, tu m'avais déjà posé une question, mais alors je sais plus quand et je l'avais complètement zappée. Donc tu me disais qu'en ce moment il y avait l'urgence climatique, écologique qui font que c'est de plus en plus important, bien sûr, hein, on n'arrête pas d'en parler. Les scientifiques se montrent de plus en plus pessimistes quant à l'avenir de l'humanité. Oh bah, on va peut-être pas non plus être négatif, Céline. Qu'en penses-tu? Bah, je pense que y a plein de choses qui se passent que les scientifiques ne peuvent pas expliquer, et c'est peut-être pour ça qu'ils s'arrachent les cheveux aussi. Après, peut-être que voilà, faut pas être négatif à ce point-là. Ensuite, tu me disais si une immense partie de la Terre disparaissait, est-ce que ça mettrait un frein à notre évolution à tous? Ben peut-être pas, peut-être qu'on évoluerait juste différemment, c'est tout. Tu vois, aujourd'hui, on est habitué à avoir un monde moderne où tu appuies sur l'interrupteur, tu as de la lumière, tu ouvres le robinet, tu as de l'eau, tu rentres chez toi, tu as Internet, tu as besoin d'appeler quelqu'un, qu'à cela ne tienne, tu as un téléphone. Mais comment on faisait avant? Comment on faisait avant? Je veux dire, moi, à l'époque de ma mère, elle est née dans une maison, il y avait de la terre battue par terre, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de chauffage. Et pourtant, ils ont survécu. Et ils étaient peut-être même beaucoup plus heureux qu'on est aujourd'hui. C'est ça la blague. C'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant communiqué entre nous, soi-disant, hein. On a des téléphones hyper performants. Aujourd'hui, un gamin à 3 ans, il s'est envoyé un mail avec 4 pièces jointes. Je comprends même pas. Enfin bref. Et on oublie les choses simples. Donc si on nous privait de tout ça demain, on trouverait peut-être super dur, mais on évoluerait peut-être différemment. Alors peut-être que finalement, le fait qu'on va à notre fin nous poussera à devenir autre chose. Tu vois? Je pense que ce qui nous arrive, on n'a pas conscience en fait de ce qui nous arrive. Mais ça fait des années, hein, c'est pas depuis aujourd'hui. Moi j'ai entendu ça, ça fait 35 ans que j'entends ça, donc voilà. Mais moi, des fois, je me dis, je vais te donner un exemple aussi, parce que j'aime bien les exemples, je sais, c'est chiant, mais j'aime bien les exemples. J'ai vu ça il y a quelques jours sur Internet et ça m'a vraiment parlé, parce que tu vois, là, il y a eu les vacances scolaires. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, que j'étais en vacances scolaires, je passais tout mon temps dehors. J'étais toujours dehors avec mon vélo, je partais partout, j'allais me balader, j'avais des copains, j'habitais dans un lotissement. Tu savais où étaient les enfants, ben, juste parce qu'il y avait tous les vélos qui étaient étalés en face. Donc tu disais, ils sont tous là, ok? Ma mère, elle ouvrait la porte et elle hurlait mon prénom pour m'appeler pour manger parce qu'il était tard, il fallait que je rentre. Euh, Tu vois, on était comme ça en fait, c'était la bonne époque. Aujourd'hui, les gamins, ils sont ensemble à des soirées, ils sont tous sur leur tablette, ils sont sur la console, ils sont sur les téléphones, ils discutent même plus avec eux, entre eux en fait. Ils échangent par Snapchat, ils s'envoient des POC, enfin tu vois. On est vraiment dans une autre époque. Je fais des rimes en plus. Mais je pense que finalement, si on nous privait de certaines choses, l'humanité serait obligée de s'adapter tout simplement. Et puis ça serait peut-être pas un mal. Je pense pas. Et ça nous ferait peut-être redescendre de notre nuage et de notre bêtise aussi. Et ça nous apprendrait tout simplement à vivre différemment. Donc ça peut pas être forcément négatif. Est-ce que nous nous incarnerions ailleurs? Ben, je ne sais pas. Pourquoi pas? Moi, je veux pas aller sur Mars, hein. J'y vais pas. C'est nul, ça me plaît pas. Donc, je sais pas, je me pose pas ce genre de questions. Pouvons-nous encore échapper à la catastrophe qu'on nous promet? Là, ça va être compliqué, hein, parce que ça fait déjà des années qu'on aurait dû faire marche arrière et qu'on fait pas, hein, parce qu'on continue à dire. Si tu veux, ce que je trouve, c'est que finalement, je pense que notre vie à tous est un concept de marketing. C'est-à-dire qu'on va nous dire, oh là là, il faut faire attention parce que il faut faire attention au réchauffement climatique, etc. Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en vacances à l'étranger, tu prends un avion. Tu conduis avec ta voiture qui pollue, tu achètes de la nourriture qui n'est pas forcément saine, tu as 3 télés à la maison, tu as Internet, enfin tu vois, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous dit, ah bah il faudrait qu'on fasse ça, mais en fait on le fait pas. Parce que je pense on a grandi comme ça en fait, on est dans une société où il faut consommer, on fait pas attention à demain, on est individualiste, hein, on n'est plus du tout dans la mentalité d'il y a 30 ans.
Aujourd'hui, c'est chacun pour sa pomme. Donc, pourquoi ça changerait? Après, tu as bien sûr une minorité, l'État, on va dire, je sais pas, le gouvernement et compagnie, qui vont nous dire, bon, bah maintenant, on va taxer le gasoil. Ouais, parce que toi, tu pollues. Bah, par contre, les gros cargos, les machins, les trucs, eux, on les taxe pas, quoi. Donc, tu vois, il y a une grosse incohérence, quand même. Ce que je veux dire, c'est pas parce que toi, t'éteins ta lumière 3 minutes par jour que tu vas sauver la planète. Enfin, c'est un concept. Mais là encore, c'est ma vision des choses, bien sûr. Je peux me tromper. Mais je pense que c'est un petit peu trop tard pour faire demi-tour, là. Parlons aux ours polaires, hein, ils sont en train de mourir, il n'y a plus de banquise, il n'y a plus rien. Je pense que là, c'est un peu raté. Ensuite, il y a Believe I Can Fly, qui me dit pensez-vous que les défunts sont assistés de leur guide lors d'un contact médiumnique? Entre parenthèses, j'ai l'impression que le médium capte des informations venant d'autres sources que le défunt lui-même. Alors, je te dirais que le guide, le guide d'un défunt, tu peux l'appeler effectivement quand, par exemple, tu dois le faire passer. Tu as un travail de passage à faire. C'est vrai que très souvent, on sollicite le guide du défunt. Mais par contre, moi, c'est mon guide qui me donne des informations par rapport à ce que je vais voir, ressentir, etc. C'est-à-dire que quand je fais un contact médiumnique, je vais avoir d'un côté le défunt qui va me dire plein de choses, je vais avoir mon guide qui va aussi m'assister pour que je comprenne. C'est un travail de collaboration, encore une fois, et c'est les deux en fait. Mais pourquoi pas? Après, si toi tu as l'impression que, peut-être que toi dans ton expérience tu as l'impression, moi je pense que je reçois surtout ce que me montre le défunt. Et après, peut-être que d'autres médiums te diront autre chose. Je ne sais pas. Question 43 de Marie. Est-ce que le fait de laisser toute la nuit des pierres, oui, parce que tu m'as posé une question de lithothérapie, tu voulais me demander si ça avait une incidence de laisser des pierres sur un tissu de gros sel. Est-ce que ça pouvait faire perdre les vertus des pierres? Bah, je te dirais tout simplement qu'il y a des pierres qu'il faut purifier au sel, d'autres il faut les mettre dans l'eau, d'autres il faut les mettre à la lune, d'autres il faut les mettre au soleil. Si t'es comme moi, tu te prends pas la tête, tu mets tout le monde à la lune et tout le monde est content. Et ça marche bien. Après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que il faut que tu mesures le taux de saturation de ta pierre avant de la purifier et que tu reprennes le taux après pour voir si la purification a été efficace ou pas. Et je pense que ce que tu devrais faire là, si toi tu as un doute avec tes pierres, c'est que tu peux aussi te rendre dans un magasin de lithothérapie et de poser la question à quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans. Parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo sur la lithothérapie, je suis en train d'en préparer une deuxième qui sortira peut-être dans les prochains jours, mais moi je ne suis pas spécialiste en lithothérapie. Mais je pense qu'effectivement le sel ne peut pas forcément être bon avec toutes les pierres. Voilà. Donc il faut toujours suivre les conseils de purification et de chargement d'une pierre. Moi personnellement, j'en ai tellement que je peux pas, j'aurais des gobelets partout. Donc je mets tout le monde à la lune. C'est beaucoup plus simple. Daniel me disait ensuite comment connaître ses vies antérieures. J'ai déjà répondu. Les vies antérieures, pour moi, il faut faire de l'hypnose, mais de la vraie hypnose, pas de la fausse. Allez, on approche de la fin. Vous inquiétez pas, on y est presque. Stella me disait ensuite que plusieurs questions. Voilà, tu me demandais est-ce que la qualité et la netteté des perceptions des images est égale à la capacité de la prise de confiance ou autre? Pas du tout. Je pense que c'est une question d'énergie. D'accord? C'est-à-dire que plus tu vas avoir d'énergie, plus tu peux développer les choses, plus tu peux développer les choses et plus tu peux réceptionner les choses. Voilà, c'est une question émission-réception. Si tu as suffisamment d'énergie, tu peux voir beaucoup plus de choses. Et après, la confiance, c'est autre chose. Si tu ne te fais pas confiance, forcément, tu vas avoir du mal à dire les choses. C'est-à-dire que pendant un rendez-vous, des fois, on dit plein de choses, les gens ne comprennent pas, et puis 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, on dit « Ah bah oui, ça y est, j'ai compris ». Bah oui, mais c'est parce que sur l'instant, on ne comprend pas toujours. Donc ça, c'est normal. Mais il faut se faire confiance et il faut dire les choses. Ensuite, tu m'as posé une deuxième question. Tu me disais que tu avais une amie qui avait du mal à vendre sa maison et que tu avais fait un soin de lumière. Ok, pourquoi pas. En fait, j'ai prié et j'ai demandé que cette maison se vende, tout simplement, avec l'aide du Reiki. Ouh là là,
Alors là, on est parti loin encore. Le Reiki ne sert pas à vendre des maisons. Non, non, tu penses bien. Sinon, tu aurais tous les conseillers immobiliers de toute la France qui feraient, enfin, et du monde d'ailleurs, qui feraient tous du Reiki. Ouais, on va tous vendre des maisons. Non, non, je pense que là, il y a confusion. Lorsqu'on me demande, je dis toujours que j'ai fait des soins de mise en lumière d'un lieu ou d'un nettoyage. Penses-tu que ma perception des choses soit juste? Je pense que tu joues sur les mots, Stella. Parce que je pense que toi, dans ton concept des choses, tu penses que par le biais du Reiki, tu peux faire la lumière, c'est-à-dire que tu peux un nettoyage finalement, hein, si tu joues un peu sur le... Tu vois, tu joues un peu sur les mots pour réussir à expliquer ce que tu fais. D'ailleurs, tu me dis juste après, je ne cherche pas à chasser les énergies du lieu, mais à augmenter les énergies du lieu. Non, je pense que là, tu mélanges un peu les choses. Déjà, le Reiki, ça ne sert pas du tout à ça. Avec le Reiki, on ne fait pas de soins de dégagement, on ne fait pas d'annulation, on coupe pas les liens, on ne fait pas passer des âmes aussi, parce que je pense qu'il y a un gros problème avec le Reiki, c'est qu'aujourd'hui, le Reiki, c'est la solution à tout. Mais non, pas du tout. Le principe du Reiki, c'est pas ça. Déjà, le Reiki, c'est une énergie qui est extrêmement douce. D'accord? Et puis n'importe qui peut faire du Reiki. Je te jure que dans certains pays asiatiques, ils apprennent le Reiki à 5 ou 6 ans. Ce n'est pas une capacité, c'est juste initiatique. N'importe qui peut apprendre le Reiki. Sauf que le Reiki, c'est une énergie qui est très douce. C'est pas du tout la même chose que le magnétisme. D'accord? J'en ai parlé, je crois, tout à l'heure. Donc, on ne se sert pas du Reiki pour faire ça. Après, je pense que ce que tu as essayé de faire, c'est d'annuler les énergies. Parce que d'abord, tu pars pas de ce que tu as aujourd'hui pour augmenter. Non, pas du tout. Déjà, on annule tout. On fait un reset. C'est la première chose à faire. Mais tu peux pas le faire par le biais du Reiki. C'est pas possible. Et je pense qu'on t'a un petit peu embrouillé l'esprit là. Après, vendre une maison, finalement, c'est pas... Le principe, c'est que très souvent, la maison est attachée aux habitants et les habitants sont attachés à la maison. Quand on fait un rituel pour favoriser la vente d'une maison, d'un bâtiment, d'une société, de n'importe quoi, on coupe les liens entre les habitants, les occupants et l'habitat, le bâtiment. Je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas non plus. Après, tu peux faire des rituels pour couper justement le lien entre ces personnes, entre une maison, entre un lieu et ses habitants. Bah, s'ils n'ont pas compris le principe, tu peux recommencer 3 mois après. Voilà, mais je pense que là, non. Je pense que tu as tu as confusu complètement. Confusionne. Lohan, pour en revenir à mes interrogations, je t'en prie, comment reconnaître quand une relation amoureuse est une relation karmique? En deuxième question, toutes les relations karmiques, notamment amoureuses, sont-elles vouées à l'échec? Je pense que tu confonds plusieurs choses. Les relations karmiques, ça veut dire que, il paraît, on va partir du principe que il paraît qu'on appartient à une même famille d'âmes. C'est-à-dire que la personne qui est aujourd'hui ta maman était peut-être ta sœur dans une autre vie. Ouais, je sais, c'est incroyable. Mais il paraît que c'est comme ça. Le papa que tu as aujourd'hui dans cette vie, peut-être qu'il était ton frère, peut-être qu'il était ton mari, ou peut-être même qu'il était ton cousin. Mais en tout cas, vous faites partie de la même famille d'âmes. Ok ? Donc, si tu as connu une personne dans une autre vie, il y a de fortes chances que tu la retrouves dans cette vie-là. Alors, tu ne la retrouveras pas immédiatement, hein, peut-être que tu mettras 30 ans à la retrouver, mais normalement, l'objectif, c'est de se retrouver. Je pense que tu confonds les relations karmiques, donc finalement les familles d'âmes, avec la flamme jumelle. Parce qu'effectivement, la flamme jumelle est vouée à l'échec. Là aussi, je suis dure, je sais. Mais la flamme jumelle, c'est-à-dire que vous vous trouvez, il y a un amour incroyable, vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis toujours, vous pouvez même finir les phrases de l'autre, c'est une évidence, il y a quelque chose de très évident. Mais par contre, c'est très intense, c'est tellement intense qu'en général, boum, ça explose, et on ne peut pas continuer cette relation. Donc je pense que tu confonds peut-être les deux. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris ta question, c'est possible aussi. Christelle, et ça va être la dernière question, promis. Après, j'arrête. Christelle, j'ai une question à te poser. Suite à un nettoyage énergétique
fait par un médium. Il m'a expliqué que l'entité de mon mari était sur moi. Je suis restée scotchée. Tu m'étonnes. Moi aussi, ça m'aurait un peu bluffé cette histoire. T'imagines, tu l'as sur le dos toute ta vie et quand il est mort, il est encore là. C'est incroyable. Bref, à la fin, il m'a donné une toute petite pierre blanche en ivoire. Je ne connais pas son nom. Il m'a dit de la porter et de lui la rendre 15 jours plus tard. Je l'ai portée. J'ai été pas bien pendant 3 jours. J'essaie de synthétiser un petit peu. Hein. Et en fait, tu as posé cette pierre dans la salle de bain en te disant que tu allais la poser là en attendant de la rendre. Parce que tu n'étais pas très bien quand tu la portais. Et finalement, quand tu es revenu, eh ben, la pierre avait disparu. Et tu me demandes en gros si c'est possible que cette pierre ait disparu, et si oui, pourquoi et comment. Alors, effectivement, il y a parfois des phénomènes qui sont incroyables. Moi, je dis souvent qu'on joue avec moi, tu vois, ça aussi. C'est souvent les enfants d'ailleurs. C'est souvent les âmes des enfants qui font ça. Quand tu as des entités, bah, des enfants en fait, qui sont partis très tôt, ça arrive très souvent qu'ils cachent des objets, c'est-à-dire que tu as un objet que tu poses à un endroit, tu es certaine de l'avoir posé à un endroit, et tu vas pas le retrouver. Tu vas le retrouver dans un autre endroit, mais complètement improbable. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est? Donc ça m'arrive souvent, et très souvent je dis, bon écoutez, arrêtez de jouer avec moi, là j'ai pas envie de jouer. Mais il arrive aussi que je paume des trucs toute seule. Hein. Ouais, je perds mes clés de voiture, je perds machin. Enfin maintenant j'ai plus besoin de clés, donc c'est super. Mais... Mais voilà, c'est possible effectivement. Et après, c'est aussi possible que ce monsieur t'ait dit quelque chose de pas très net, parce que pour avoir ton mari accroché à toi, il faudrait quand même qu'il y ait une bonne raison. Donc voilà. Et puis après, la pierre blanche, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là. Donc c'est un peu bizarre ton histoire, Christelle. Mais si la pierre a disparu, moi je prendrais ça comme un signe et je dirais merci. Parce que si ça se trouve, le fait qu'elle ait disparu, c'est tout simplement pour te faire comprendre que tu n'es pas sur la bonne voie et que cette pierre n'est pas faite pour toi. Tu vois, genre? C'est-à-dire qu'on te donnerait presque un coup d'épaule pour te faire comprendre, hé Christelle, on s'est foutu de toi. Elle sert à rien cette pierre. Tu vois? Possiblement, ça peut être ça. Donc en tout cas, moi je le prendrais comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai traité 50 questions à peu près. Les autres questions qui n'ont pas été traitées ou qui ont été posées tardivement seront certainement traitées sur la vidéo du mois de décembre ou sur la vidéo du mois de janvier. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vous remercie bien entendu de m'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez tenu. Voilà, merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt les Parisiens, le 5 et le 6. Et puis les autres, eh bien, à bientôt peut-être en consultation ou à bientôt sur d'autres vidéos. Merci à tous. Salut.